Bienvenue pour ces états généraux des agricultures alternatives. L'année dernière, c'était les états généraux de l'agriculture alternative. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus divers qu'on l'imaginait encore et que c'était plus logique de se mettre au pluriel. Alors on fait ces états généraux pour une raison fort simple, c'est qu'on a quelques petits enjeux à résoudre ensemble actuellement. On va parler des enjeux climatiques, des enjeux de biodiversité, des enjeux énergétiques, des enjeux de résilience alimentaire territoriale. Et pour ça, on est un petit peu contraints de discuter tous ensemble, y compris des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter ou de s'exprimer. À ces fins, on a fait plusieurs tables rondes, vous avez le programme partout. Et la première, qui nous a paru assez emblématique, c'était l'éducation et l'enseignement. On a bien voulu mentionner les deux termes, parce que l'enseignement c'est une chose, on va apprendre à des futurs agriculteurs à devenir des agriculteurs, on va apprendre à des citoyens à devenir des citoyens, et l'éducation en est une autre. Si les gens ne sont pas éduqués au goût, ne sont pas éduqués à cuisiner, ne sont pas éduqués à connaître la nature, c'est un peu difficile de leur faire comprendre qu'en tant que citoyen, tout ce qu'ils vont faire va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur ce qu'on va cultiver, sur ce qui va rester à la fin d'une récolte, et tutti quanti. Et donc c'est par ça qu'on va commencer, parce que ça paraît essentiel. On a une invitée d'honneur aujourd'hui, qui va être grand témoin de la journée, qui s'appelle Camille Labro, ici présente, qui vient au nom de l'École Comestible, une association qu'elle a fondée, qui consiste à emmener les enfants de la graine jusqu'à l'assiette, proposer des prestations dans les écoles pour rappeler aux mômes que ce qu'ils mangent n'est pas forcément un truc qui sort carré d'un congélateur, mais qu'il y a eu quelques étapes auparavant. Et ça paraît un peu essentiel pour comprendre justement ce qu'est le cycle du vivant, ce qu'implique de devoir cultiver de la nourriture, la place que ça prend, comment ça se cuisine et qu'on peut diversifier son alimentation. Et ça tombe bien parce qu'en plus elle est journaliste et spécialisée dans toutes ces questions qui touchent à l'alimentation, au M du moins. Comme le disait Eric, je suis journaliste culinaire. Je préfère dire ça que critique gastronomique parce que je ne suis pas une critique. Et ça fait un certain nombre d'années que je fais ce travail. Et à un moment, il m'a semblé vraiment impératif d'aller dans une nouvelle forme de transmission, parce que je transmettais des infos, mais ça ne suffisait plus, et d'aller transmettre en fait quelque chose dans les écoles publiques, qui manque cruellement à nos yeux, qui est l'alimentation. Alors certes, vous me direz, il y a déjà dans les écoles parfois des petits ateliers de cuisine. On fait un gâteau yaourt par exemple, ou quelques petites opérations potagères avec un micro-potager dans la cour. C'est super, c'est toujours mieux que rien. Mais en fait, ce qui manquait cruellement, c'était le lien entre tout ça. Je suis sûre qu'on y reviendra aujourd'hui. Notre société, à mes yeux, manque cruellement de liens. Il faut remettre des liens entre tout et remettre un peu de complexité aussi, pour parler d'Edgar, pour faire référence à Edgar Morin. Donc l'idée, c'est de remettre du lien de la terre à l'assiette. Et comment on fait ça? Avec des ateliers dans les écoles que nous menons avec les profs qui nous aident et qui collaborent. C'est pas, tu as utilisé le mot de prestation, Eric, et c'est pas tout à fait ça. On n'est pas prestataire, on est une asso à but non lucratif. L'idée, c'est pas de faire de l'argent en faisant des ateliers culinaires. L'idée, c'est vraiment d'implémenter une matière, en fait, à part entière, qui manque dans les programmes scolaires. Et si possible, à terme, peut-être d'ici 5, 10, 20 ans, on ne sait pas combien de temps ça prendra, arriver à l'imposer durablement dans les programmes de l'éducation nationale. Donc on a des personnes qui viennent dans les écoles, qui font déjà le lien et la coordination avec les équipes pédagogiques et qui mènent des ateliers sur le temps scolaire. C'est très important parce que c'est ce temps-là qui est le temps où les enfants apprennent. Le temps périscolaire, c'est évidemment important aussi, mais on s'est rendu compte d'expérience sur le terrain que c'est beaucoup plus, on fait beaucoup plus du gardiennage, on va dire. Et donc, c'est sur ce temps pédagogique qu'on apprend aux enfants d'où vient ce qu'ils mangent. On se rend compte que, alors, on fait un axe très fort, quasiment à 99%, on va dire, sur les légumes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'ils connaissent le moins. Un enfant est incapable de dire comment pousse une betterave, même de reconnaître la betterave.
On va dire qu'il y a 3 légumes qu'ils reconnaissent à peu près, c'est la carotte, le radis et le chou-fleur, parce que c'est quand même des légumes très reconnaissables. Mais vous leur montrez une pomme de terre, ils ne savent pas. Vous leur montrez une betterave, ils ne savent pas, etc. Donc, oui. Juste pour rebondir là-dessus, j'ai le souvenir d'une anecdote où des instituteurs ne savaient pas que la pomme de terre se cultivait dans la terre. On fait des tests en fait au début de nos cycles d'atelier où on montre aux enfants des légumes entiers, sortis de terre, avec les racines, les fans, etc. Et je vous dis, à part la carotte orange, hein, pourvu qu'elle soit orange, bien sûr, parce que alors si elle est violette, là on est perdu. Mais à part la carotte et le radis, et bien sûr le petit radis rose normal, il n'y a personne. Et les profs non plus. Et alors quand on va vers des légumes un peu plus fancy comme le fenouil ou le chou rave, on nage dans l'inconnu. Donc notre but, c'est déjà de faire redécouvrir aux enfants ces légumes, d'où ils viennent, de leur faire rencontrer les personnes qui produisent ces légumes. Donc on travaille main dans la main avec des maraîchers, paysans qui travaillent en bio, etc. Et puis évidemment de leur faire aimer. Le gros challenge. Puisque quand même la plupart des enfants et aussi des enseignants arrivent en disant moi j'aime pas les légumes. Voilà. Ce qui nous laisse souvent pantois parce qu'on se dit mais pourquoi les légumes tant de haine? Pourquoi? C'est quand même chouette, puis il y a quand même une énorme diversité du légume, alors pourquoi? Bref, donc on fait, la solution, elle est très simple, il faut que l'enfant fasse. C'est tout simple. C'est-à-dire que c'est pas leur montrer, c'est pas avoir des chefs qui viennent leur faire goûter des trucs incroyables avec des machins tournés 3 fois dans un sens et dans l'autre. C'est juste que c'est aux enfants de faire, de transformer le légume, de le regarder et ensuite de l'éplucher, de le nettoyer, de le découper, de faire une petite sauce pour aller avec, de comparer quel goût ça a avec ou sans sel, etc. Et c'est là où en fait la magie opère, et cette magie, toute personne qui sont entrées dans nos ateliers l'a observée. Tous les enfants goûtent, tous. Tout, même ceux qui ont dit à moi, vous me ferez jamais manger un légume. Et après, bon, je vous dis pas que tous aiment, mais très souvent, très très souvent, je dirais à 50%, ils repartent en disant mais en fait, c'est super bon les légumes, on savait pas. Voilà. Donc ça c'est très simple, c'est notre premier atelier, c'est la cagette de saison. Et ensuite, on enchaîne avec une série d'ateliers. En général, on a 6 ateliers pour une classe sur une année, avec différentes thématiques. Un socle de base qui commence donc avec la cagette. Et derrière, plus une approche sensorielle autour du goût et des goûts et des sens. Et une approche plus, on va dire, botanique autour de la graine à l'assiette, pour que l'enfant aussi reconnecte le cycle de la plante, etc. Et un des principes qu'on a, c'est qu'il y a toujours quelque chose à manger, à goûter. Même sur la graine, on fait des petits ateliers autour des graines, dégustations, graines germées, etc. Pour qu'il y ait du plaisir. Parce que c'est aussi ça l'autre clé de l'éducation qu'on mène, c'est que c'est une éducation avec du plaisir, avec de la joie. Les ateliers qu'on mène sont extrêmement beaux, vous pouvez en voir quelques photos derrière moi, sont beaux, sont joyeux, les enfants s'éclatent, quoi. Voilà. Et donc, très souvent, les profs qui nous accompagnent, on exige que les profs soient avec nous. Attention, hein, on fait pas encore une fois, c'est pas du gardiennage. On éduque les profs aussi. Ressortent de là hyper contents parce que c'est un bonheur. On a démarré en 2019 avec une école. Aujourd'hui, en Ile-de-France, puisqu'on est principalement implanté, on est à une trentaine d'écoles. Donc on intervient dans les écoles. Hein. Ce n'est pas des écoles concrètes, c'est des écoles publiques où on vient faire des ateliers avec les classes. On a une antenne qui se développe depuis 2021 en Provence, à Marseille. On est en train de lancer l'antenne nantaise qui va se lancer là, qui va faire ses premiers ateliers dès la rentrée après les vacances. On a démarré, il y a beaucoup de choses, je pourrais vous faire un listing énorme, mais entre grandes fiertés, on fait un travail avec Sciences Po Lille, qui a créé un master assez particulier qui s'appelle Boire, Manger, Vivre, que tout le monde aurait envie de faire aujourd'hui. Ça, c'est assez fou en fait de se dire, c'est vraiment un signe d'époque que Sciences Po crée un master qui s'appelle Boire, Manger, Vivre, où ils apprennent à bien boire, à bien manger, et ils vont dans des champs, etc. aussi. Et ils font appel à l'école comestible pour que les étudiants apprennent à transmettre l'éducation au goût aussi aux plus petits. C'est ce qu'on leur a proposé de faire. C'est assez
phénoménal de se dire que ça existe. Et puis, ce qu'on voit apparaître aussi, ce sont des pousses, que nous, on a appelé dans notre jargon les pousses, c'est-à-dire des initiatives spontanées sur le territoire, inspirées par l'école comestible. Donc, il y en a une qui a démarré en Côte d'Or, pas très loin, avec une personne basée à Beaune qui a eu juste envie de s'emparer du sujet, de s'emparer de nos contenus et de le faire sur son territoire. Donc on l'a accompagnée. Mathilde, qui est avec moi, qui est mon bras droit, là, est allée faire les premiers ateliers avec elle, etc. Et la même chose à Rennes, avec une enseignante qui voulait faire ça dans son école. Et ainsi de suite, Toulouse. Et bientôt, peut-être dans Lyon, mais il nous faut des porteurs de projets. Hein. C'est pas nous qui... Le principe d'essaimage, évidemment, notre volonté, c'est d'essaimer au maximum pour que le maximum d'enfants puissent bénéficier de cette éducation au goût, à l'alimentation, de la terre à l'assiette. Ce qu'on appelle la révolution délicieuse et l'éducation comestible. Mais c'est pas nous, nos petits noyaux durs. On est 8 au bureau à Paris. On a une centaine de bénévoles qui tournent. On a quelques entrepreneurs qui travaillent dans les écoles. Mais il faut qu'à chaque fois, les locaux s'emparent du sujet et on les accompagne. C'est ce qui s'est passé avec Gaïa à Beaune, en Côte d'Or. Et évidemment, si on trouve des porteurs de projets dans Lyon et ailleurs, on les accompagne dans la mesure du possible et peut-être, pas tout de suite, il faut être un peu patient parce que tout ça prend du temps. Quels sont les profils des porteurs de projets? C'est des institutions, c'est des micro-entrepreneurs? Il y a de tout. On peut avoir... effectivement, on aimerait beaucoup que plus d'institutions s'emparent du sujet aussi et nous proposent... On a réfléchi à un accompagnement vraiment pour les acteurs du territoire, on va dire. Mais pour l'instant, c'est surtout des particuliers, des gens qui ont du temps, comme Gaïa, qui est une maman qui a un peu de temps et un peu d'argent à dépenser là-dessus. Il y a aussi des enseignants, beaucoup. Donc des enseignants qui se manifestent en disant « Hey, moi, ça m'intéresse, comment je fais ?» Il y a des parents d'élèves, bien sûr, qui sont très importants dans l'écosystème de l'école comestible, puisqu'on les inclut toujours dans nos ateliers aussi. C'est évidemment hyper important que ça remonte jusqu'aux familles. Nous, souvent, on parle d'une éducation qui part de l'enfant jusqu'à ses parents, parce que souvent, le problème, on mange mal dans les foyers aussi, parce que c'est les parents qui ne savent pas faire le tri et bien consommer. Et donc on a toutes sortes de porteurs de projets et on est à l'écoute. Il faut des conditions, il faut avoir une école qui est partante, il faut aller chercher un peu de sous auprès de la commune ou autre, parce que ça coûte pas grand-chose, hein, mais ça coûte un peu quand même. Et puis on espère que les gens puissent se rémunérer un petit peu dessus aussi. Donc pour l'instant on a évalué que depuis le début de l'école comestible, on a sensibilisé plus de 10 000 enfants. On a fait combien? 1400 ateliers, c'est ça? 1400 ateliers. Oui. Depuis fin 2019, en comprenant le confinement au milieu où on n'a rien fait, évidemment. Beaucoup. Pour vous donner une ordre d'idée, en une année scolaire, là, depuis septembre jusqu'à juin 2023, on aura fait environ 800, c'est ça, 800 ateliers dans les écoles en Île-de-France uniquement. Donc c'est très actif. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message vite fait. Si vous êtes dans les parages, en Île-de-France ou ailleurs, il y en aura bientôt ici, hein, mais n'hésitez pas à nous faire signe et à venir et à vous inscrire comme bénévole et à venir faire des ateliers. Il y a des ateliers tous les jours de jours scolaires dans l'année scolaire. Donc en fait, c'est vraiment presque une expérience en immersion et en open source de l'éducation comestible pour tout le monde. Il faut juste faire quelques petites manips pour s'inscrire en bénévole pour pas faire entrer n'importe qui, n'importe comment dans les écoles quand même. Voilà. Et il y a quand même un point très très important, c'est le fait que ça ne coûte pas aux écoles, vos ateliers. Absolument. C'est pour ça qu'on évite le terme prestation. On n'est pas une association qui proposons des ateliers payants. D'ailleurs, on l'a fait 2-3 fois, on nous a demandé de faire des trucs grand public à raison de 5 € par enfant, je sais pas quoi, ça ne marche pas, ça sert à rien. En plus, c'est même pas notre objectif ni notre public cible. Notre public cible, c'est d'abord, d'une part, l'aspect pédagogique dans les écoles et puis des publics
si possible, le plus possible, dans des zones défavorisées, auprès d'écoles en REP, REP+, etc. Réseau d'éducation prioritaire, merci. Voilà. Évidemment qu'on ne va pas faire payer nos ateliers, parce que dans les écoles, un truc que je n'ai pas spécifié, c'est qu'on travaille essentiellement dans les écoles élémentaires, maternelles, un petit peu avec les grandes sections, les plus âgées, et élémentaires. Et en fait, plus on va vers des publics défavorisés, moins ils ont d'argent, moins ils ont d'argent à consacrer. On ne va pas demander à l'école d'aller solliciter les parents pour la coopérative scolaire pour payer nos ateliers. Ça défierait tout le propos qu'on essaye de faire. Donc ce qu'on fait, on est une association, eh bien, on va lever des fonds, comme toute association, auprès des services, des fonds publics, auprès des mairies, des régions, etc. Et puis du mécénat, avec aussi truc très important qu'il faut dire ici, dans le cadre où on est, c'est encore plus important, c'est qu'on évite à tout prix tout financement venant de l'agro-industrie. Et autant vous dire que c'est un peu un challenge, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, évidemment. Donc, mais pourquoi on fait ça, on en a beaucoup débattu en conseil d'administration, dont, soit dit en passant, Monsieur Lenoir fait partie, hein, pour éviter tout conflit d'intérêts, je tenais à le dire. Mais pourquoi cette radicalité, on va dire? Parce que certains, d'ailleurs, au sein du conseil d'administration, débattent ce sujet, disent mais non, mais il faut prendre l'argent là où il est, vous avez un beau projet, autant le financer, etc. Mais il suffit de se poser 2 secondes sur la question. Notre point, notre but, notre objectif, c'est d'aider les enfants, leurs familles et les adultes de demain à sortir de ce système, à ne plus avoir le réflexe d'aller au supermarché pour acheter leurs denrées, à ne plus acheter des trucs tout faits, alors que c'est si facile et bien meilleur de les faire soi-même. Donc si derrière, nos actions sont financées par cet univers qu'on combat, et ben finalement, on les sert, on continue à entretenir le système. Donc il y a plus de challenge. Il faut qu'on aille chercher des sous vertueux, on va dire. Mais est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaye au moins d'avoir du mécénat, des fonds privés qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Et c'est pas Total non plus, quoi. Hein. C'est pas, voilà. Mais je vous donne un exemple. Un de nos plus gros mécènes, c'est une fondation d'entreprise qui s'appelle Colam Initiative, qui fait des branchements électriques. Voilà. Bon. Autant vous dire, évidemment que, enfin, je sais pas, peut-être que ça, oui, peut-être qu'il y a un impact environnemental des branchements électriques, mais bon, on est quand même loin du sujet. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et donc pour finir, ce qui est le plus important pour nous, c'est cette vision holistique de l'éducation qui va de la graine à l'assiette, où on apprend tous les éléments qui vont nous nourrir de toutes les manières possibles, et y compris ce qui est beau. Parce que je trouve que globalement, l'iconographie dans les écoles, c'est quand même sacrément moche. Donc on fait des très belles affiches. Je ne sais pas s'il y en a qui sont passées sur les... Mais on fait des très belles affiches, on fait des beaux supports qui donnent envie aux enfants et aux enseignants de continuer sur le sujet. Et on essaye d'inspirer et de fédérer autour de cette question. Voilà. Merci Camille. On va proposer à Aurélie de parler, si ça ne vous dérange pas. Aurélie Biens, qui est productrice dans sa vie, tous les jours, avec tout ce qu'impose la production agricole de temps et de complications. Mais en même temps, elle a quand même continué de vouloir enseigner. Elle enseigne au centre de formation professionnelle pour adultes d'Auxerre-la-Brosse, qui était donc le lycée agricole de Lyon. Et en même temps, elle dira ce qu'elle enseigne elle-même, et en même temps, elle poursuit la diffusion des savoirs au sein de son exploitation. Et elle va vous parler de ça. La ferme, c'est le jardin des taurins, qu'on a décliné en fait d'une part en association il y a 10 ans parce qu'on n'avait pas accès au foncier et que on ne pouvait pas être exploitant agricole, mais ça je crois que c'est l'objet d'une autre table ronde, donc on ne va pas s'attarder dessus. Et l'association, l'objet, c'est le développement et la promotion de l'agriculture biologique, la permaculture, l'autoconstruction
et l'éducation populaire. Donc on a gardé en fait cette association pour tout ce qui est transmission, pédagogie, et à côté de ça on a quand même réussi à s'installer il y a 3 ans sous donc une entreprise agricole, et dans cette entreprise agricole qu'on a montée avec donc mon mari François, on va reprendre un peu ce que disait Camille, on part de la graine et on va soit jusqu'à la graine ou jusqu'à l'assiette en fait. Donc ça veut dire qu'on est reproducteur de semences. On va faire une grosse partie aussi en production de plants, potagers, aromates, médicinales, tout ça. Ensuite, un petit peu de maraîchage, mais de moins en moins. Et laboratoire de transformation, donc pour transformer tous les légumes du jardin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on fait. Et on a développé également, depuis 2 ans, une culture de chanvre CBD. Voilà, qu'on transforme en tisane, infusion, et puis en huile dans peu de temps. Donc voilà, on a commencé petit à petit par faire des animations en fait dans les écoles de nos enfants, principalement par rapport au plan en fait, voilà, de partir de la graine, de voir ce que ça fait quand on plante et de voir le plant pousser. On en a fait un petit peu en culinaire aussi sur les courges et sur les tomates, parce que c'est vrai que les tomates avec les enfants, c'est vraiment quelque chose qui passe bien. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller d'accompagner les BPREA, donc brevets professionnels responsables d'exploitation agricole, au CFPPA, Centre de formation pour adultes, à Auxerre. Voilà. Donc d'abord sur la transformation des légumes, et puis vu que j'ai un petit bagage de comptabilité, 10 ans dans un cabinet comptable, je fais aussi l'accompagnement sur la compta, la gestion, et également sur l'accompagnement et le montage de projets. Voilà pour OCR. Et ensuite, parallèlement à ça, on a développé donc un petit peu comme dans les écoles, mais depuis 2 ans, on accompagne le centre social de Saint-Amand-en-Puisaye pour la réalisation d'un potager avec les enfants. Voilà, ça a été un petit peu compliqué l'année dernière parce que voilà, l'implication, elle n'est pas toujours là au niveau des membres de l'équipe. Les enfants, ils sont toujours contents de barbouiller dans la terre, de faire des choses, mais c'est vrai qu'après, au niveau du suivi, ça a été un petit peu compliqué. Et là, cette année, on est reparti sur des bonnes bases parce que voilà, il y a un nouveau élan qui s'est créé avec le chantier d'insertion justement du centre social, où du coup on a les enfants, on a les personnes du chantier d'insertion, et ça interagit tous ensemble et tout le monde s'aide, et j'y suis allée la semaine dernière et c'était vraiment chouette de voir ça. On a commencé également il y a quelques années à travailler avec la mission locale de Toussy pour accueillir des jeunes en service civique. Et là on s'est un petit peu pris, c'est eux qui nous ont emmenés les jeunes nous ont emmenés en fait dans cet accompagnement-là, parce qu'on s'est rendu compte réellement de la difficulté d'être jeune aujourd'hui en Puisaye, ne serait-ce que par la mobilité, par le niveau culturel qui est quand même pas si élevé que ça quand on est au fin fond de la Puisaye. Et du coup, on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment besoin, que les jeunes avaient vraiment besoin d'aide aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc depuis, je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé les services civiques, je pense que c'était en 2019. Donc on en a eu 8 depuis 2019. Voilà, des jeunes un peu perdus qui ont été déscolarisés pour la plupart assez jeunes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a fait faire le service civique chez nous, et derrière, on les a remis à l'école, en fait. Donc voilà, il y en a 4 qui sont en apprentissage chez nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux définir rapidement ce qu'est le service civique ? Oui, alors le service civique, c'est... en fait, la mission locale s'occupe des jeunes qui ont moins de 26 ans, et donc en fait ils sont pas encore aptes, je vais pas dire aptes, mais Pôle emploi ne les prend pas en charge en fait, donc du coup c'est un peu le relais entre la sortie de scolarité et Pôle emploi. Alors nous on les prend 8 mois, ils sont là 24 heures par semaine, et ils sont rémunérés donc en partie par l'État et une partie par l'entreprise, l'association, parce que je crois que c'est réservé uniquement aux associations qui les prend en stage. Voilà.
À côté de ça, ils ont des aides aussi ils ont une réduction sur leur permis de conduire. Voilà, et ils ont un accompagnement également aussi avec la mission locale qui les aide dans plusieurs domaines. De ce que vous observez sur l'exploitation, est-ce que vous avez le sentiment que ça leur est très utile d'être accueillis comme ça ? Alors nous, on a réellement vu l'évolution sur tous en fait, où ils arrivent, où ils sont, ils ont jamais travaillé déjà, donc du coup le monde du travail pour eux ça fait quand même une grosse différence. Et en fait le fait donc ils sont là 8 mois et en général sur les 8 mois ils arrivent à voir en fait de la graine ils arrivent à faire le cycle complet en fait. Et du coup, je pense que l'atelier qui les a le plus mis en confiance et qui leur a le plus plu, en fait, c'est l'atelier des plants. Quand on part de la graine, qu'on la met dans la terre. Je vous passe les détails un peu techniques, mais bref. Quand la semaine d'après, ils arrivent, ils voient que leur petite graine, elle a germé, qui s'en occupe, qui l'arrose, qu'on la repique, et puis au bout d'un moment, après, on la plante. Et en fait, de voir cette évolution-là, je pense que ça leur... je sais pas ce que ça leur fait en fait dans leur tête, mais en tout cas pour nous, ça leur remet un petit peu du sens dans leur vie. En fait, ça leur remet un peu le lien avec la nature. Camille en parlait aussi tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui leur donne vraiment, je trouve, le plus confiance en eux. C'est de voir justement de partir de la graine et de voir l'évolution de ce petit plant qui va donner plus tard des tomates ou... nous, le service civique, en fait, et tous les jeunes qu'on a aujourd'hui en apprentissage, c'était pas leur motivation première, en fait, d'être dans l'agriculture, en fait. Ils ont eu l'occasion de faire le service civique chez nous. Après, on leur a dit que nous, on voulait bien continuer avec eux, mais qu'il fallait aussi qu'ils se forment. Donc, je vais pas dire qu'ils ont pris la formation par dépit, parce qu'ils ont quand même un intérêt pour ce qu'ils font, mais l'intérêt est venu en faisant, en fait. Au CFPPA, c'est un petit peu différent. C'est des personnes qui, pour la plupart, ont l'intention de s'installer derrière. Donc, du coup, l'intérêt et la motivation n'est pas la même. Après, il y a des difficultés aussi sur le CFPPA. En général, au CFPPA, le public qu'on a, c'est principalement des reconversions. Du coup, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas du tout issus du monde agricole ou très peu. Et du coup, la difficulté, c'est la découverte du monde agricole qui est franchement pas évident aujourd'hui. Voilà. Après, les intérêts, oui, sont pas les mêmes. L'objectif de formation n'est pas le même non plus. Et est-ce que tu remarques qu'il y en a plus qui aboutissent dans un projet agricole derrière que d'autres ? Alors, j'ai pas les chiffres derrière du nombre de personnes qui s'installent réellement après le BPREA. Je sais pas si... 40%, ouais. Et à Auxerre, je suis même pas sûre que ce soit 40% sur les dernières années, en tout cas. Bon, après, l'installation agricole, elle est longue aussi, hein. François, il a passé son BPREA en 2012-2013. François, ton mari. Mon mari, pardon. Moi, je l'ai passé en 2017. On s'est réellement installé en tant qu'exploitant agricole fin 2020 en fait. Donc entre l'idée de venir, de passer la formation pour s'installer à réellement l'étape d'installation, il s'est quand même passé presque 7 ans, quoi. Ça fausse un peu les statistiques peut-être. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et puis après, bon, l'installation agricole, c'est là où vraiment ils ont vraiment besoin d'accompagnement là-dessus aussi, parce que, moi, je fais l'accompagnement de projets plus économiques. Et après, c'est tellement complexe en fait l'installation agricole. Effectivement, il y a la partie économique parce que les banques et tout ça, et puis l'intérêt, c'est aussi d'en vivre. C'est important, mais après, il y a le foncier qui est important. Il faut qu'ils se forment aussi sur les techniques, les itinéraires techniques et les techniques culturales, où forcément, c'est important aussi. Et puis, il y a tellement d'aléas où on n'est pas maître, notamment le temps, le climat, qui fait que oui, c'est compliqué aujourd'hui de s'installer en agricole. Et je pense que le BPREA donne beaucoup de théorie, mais c'est vrai que le côté pratique, on l'apprend un petit peu sur le tas. Voilà. Là, je parle aussi en connaissance de cause, étant passé par cette formation.
Et puis du coup, pour terminer, je voudrais juste terminer sur la problématique que nous, on a justement avec tous ces jeunes, parce que là, je parle de service civique et de l'insertion de ces jeunes de Puisaye qui sont vraiment un peu perdus. La complexité que nous, on a, c'est que on a... c'est une complexité et également un avantage qu'on a, mais on est dans la production et qu'on a quand même une optique de production, et on manque énormément de temps en fait pour s'en occuper, pour faire les choses correctement et aller jusqu'au bout des choses, quoi. Il y a quand même des passifs qui sont quand même assez lourds sur les jeunes de Puisaye, et c'est vrai que des fois un accompagnement EduxP ou même un peu psychologique, ça aiderait un peu à comprendre les choses, et pour eux et pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie, c'était très parfait. J'ai envie de faire rebondir Sophie Bardot là-dessus, puisqu'il y a quand même des gros points communs. Sophie Bardot est à la base maraîchère, c'est vraiment quelqu'un qui est issu du métier, qui l'a pratiqué depuis très longtemps, et qui aujourd'hui est vraiment dans la transmission de différentes manières. Elle aussi, elle enseigne au centre de formation pour adultes de la Brosse, et surtout aujourd'hui, elle est chef de culture dans un endroit à Joigny qui s'appelle Les Jardins du Coteau, qui est un chantier d'insertion, et je crois qu'elle va pouvoir nous parler de tout ça. Bonjour à tous. Donc, les Jardins du Coteau, en fait, ont été... Les Jardins du Coteau ont commencé l'année dernière. Les premiers salariés sont arrivés fin mars de l'année dernière. Donc nous sommes une petite équipe donc de 8 personnes en insertion et de 3 permanents. Et on est là pour les remettre dans l'activité. Donc c'est pas forcément... pour aucun d'entre eux, pour l'instant, n'a la vocation d'être de futurs maraîchers, mais on leur apprend à prendre soin de la terre, à faire pousser des légumes, pareil. On leur fait découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux légumes, des légumes qu'ils ne connaissaient pas ou qui ne pensaient même pas qu'on pouvait faire pousser ces légumes. Rien que le fait de produire va avoir forcément une implication dans leur vie, puisqu'ils découvrent une nouvelle façon de... Alors, produire son alimentation, c'est un fait. Beaucoup ne le reproduiront pas forcément après. Mais par contre, ils savent qu'ils peuvent s'alimenter différemment. Exactement, ils savent qu'ils peuvent s'alimenter différemment. Et par exemple, on a un salarié qui a un balcon. L'été dernier, il a fait pousser des tomates sur son balcon, alors qu'il n'aime pas du tout les tomates. Donc c'est assez rigolo. En fait-il les vend Eh bien, il en fait profiter ses amis qui viennent boire l'apéritif chez lui, par exemple. Et puis, c'est pour ceux qui ont un jardin, peut-être que demain, ils se diront, mais en fait, je suis capable de faire. Maintenant, je sais faire. Voilà. Donc, sur les jardins du Coteau, donc on a nos personnes en insertion. On accueille également du public parce que du temps où j'étais maraîchère, moi j'ai toujours accueilli du monde sur l'exploitation. Tous les mercredis matins, j'avais un petit groupe d'enfants handicapés qui venaient travailler avec moi la terre. Donc c'est pareil, on leur faisait découvrir, découvrir la nature, découvrir les insectes, découvrir les légumes, goûter. Comme tu le disais, c'est très très important de faire goûter ces saveurs et ces légumes. Et même parmi notre équipe aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, ils sont juste là, donc je leur ai fait goûter des légumes et dont une personne non, j'aime pas, et en fait je lui ai fait goûter, il dit ah mais en fait c'est bon. Et oui, le fait de faire goûter, c'est très important. De faire goûter aussi des produits qui sont mûrs, par exemple. Exactement. Des produits qui sont récoltés et mûrs n'ont pas du tout la même saveur que ce qu'on peut trouver en grande surface, qui sont un peu insipides, et la manière dont on les cultive aussi. Au jardin du Coteau, moi je fais très attention à l'eau,
Et du coup, les légumes n'ont pas du tout la même saveur. Ils sont beaucoup plus sucrés, beaucoup plus goûtus. Donc voilà. Bon, c'est très bien. Bon, maintenant, autre point. Donc tu dis que tu accueilles d'autres groupes. Quelle est la nature des groupes que tu accueilles au moins? Alors, il y a différentes écoles qui nous sollicitent pardon, pour faire des stages d'immersion. Donc, on a l'EUREA, par exemple, qui est juste à côté du Jardin du Coteau, où on va recevoir quelques stagiaires. On a l'école de la seconde chance également. Et puis, j'ai cette année 2 stagiaires du CFPPA, donc Centre de formation pour adultes. D'accord, j'ai juste besoin de le dire une fois. Ouf, c'est bon. Qu'on a accueilli cette année. Voilà. Et comment dire? Donc tu dis que à peu près aucun n'a l'intention de devenir maraîcher. Non. Donc ce que tu fais, c'est de l'éducation populaire d'une certaine manière. Exactement. T'as le sentiment que ça leur est utile est clair ou pas? Je pense que ça les éclaire. Ce sera intéressant qu'on les fasse témoigner après s'ils le souhaitent, mais on va pas les contraindre. Pour rappel, quand même, on appelle ça un chantier d'insertion. Quand on parle de chantier d'insertion, c'est une entreprise d'une certaine manière. C'est pas juste construire des choses, chantier d'insertion. Il s'agit de construire en fait plutôt avec les gens quelque chose qui est un projet, qui est le début de leur projet de vie. Vous produisez des légumes. Qu'est-ce que vous en faites de ces légumes? Alors nos légumes, donc on les commercialise soit en AMAP, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité, parce que la nôtre a 2 P. Donc nous avons une AMAP qui est à Vaud. Nous proposons aussi nos légumes dans une épicerie à Parly. Nous travaillons avec les Restos du Cœur, donc qui nous achètent des légumes. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que les bénéficiaires vont pouvoir manger des vrais bons légumes. Donc ça, je suis très fière. On produit aussi, on vient de commencer donc avec l'EUREA qui nous prend quelques légumes pour la collectivité. L'EUREA, pour simplifier, c'est un lycée d'enseignement spécialisé. Voilà. Et nous allons travailler avec Élite Restauration prochainement. De façon à alimenter les cantines du coin, puisque c'est le fournisseur principal. Voilà. Donc à petite échelle, parce que forcément les volumes sont trop importants pour un seul maraîcher. Donc là, nous sommes engagés sur une gamme de 2 produits. Donc on va voir ce qui va se passer. Quel produit, quand tu dis 2 produits? Alors nous allons produire, normalement on va travailler ensemble sur la production de patates douces et de potimarron. Voilà. Et tous les mardis, donc à part, ça va reprendre au printemps, nous faisons un petit marché avec nos premiers légumes. Et Voilà. vos permanents, vos pensionnaires, participent au marché aussi? Alors, les salariés, voilà, chaque semaine, un salarié est responsable du marché. Donc, c'est lui qui accueille. On aide le salarié à mettre les légumes sur le stand, à préparer le marché. Et après, une personne, chaque semaine, est dédiée au marché. Donc, accueille les clients, les sert, les discute. Le dialogue est très important. Et fait l'encaissement. Voilà. Très bien. Est-ce que ça crée des vocations différentes, à la rigueur, justement, le fait de faire des marchés? S'il y en a qui n'ont pas envie d'être maraîchers parce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être plus pénible qu'ils l'imaginaient ou que c'est tout simplement pas une envie d'aller mettre les mains dans la terre, est-ce que le biais, justement, de la commercialisation est une autre piste? Eh bien, pourquoi pas. Je pense qu'il y a quelques... je regarde un en particulier qui s'est trouvé une vocation un peu pour la vente. Il dit « Ah, mais c'est cool de vendre, c'est bien ». Et l'échange avec le public est très intéressant. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'enseignement et de l'éducation. Exactement. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Désolé. Je vais passer la main à Marie-Océane Fekaïri, qui en fait est comment on appelle ça, au directoire de l'Atelier Paysan, qui est une association située à côté de Lyon,
Une coopérative. Une coopérative, pardon, autant pour moi, à côté de Lyon, qui fait en sorte que les paysans déjà installés, et ceux aussi qui souhaitent s'installer, puissent bénéficier d'outils différents, mais de plein d'outils différents. Elle va nous les décrire. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc l'atelier paysan, c'est une coopérative d'intérêt collectif qui est, dont le siège social est basé à côté de Grenoble et où on a 2 autres antennes géographiques, une en Bretagne et une en Occitanie. Et donc on a un cœur de métier qui est la recherche et développement normalement. On a un principe de travail qui est ce qu'on appelle barbarement la rétro-ingénierie ascendante. En gros, on fait le tour des modifications, des outils créés, transformés par les paysans dans les fermes, et ce qu'on juge collectivement avec les paysans et les ingénieurs être suffisamment efficients pour être partagés sont mis en plan, et les plans sont sous Creative Commons sur le site internet de l'atelier paysan. Donc en gros, nous, ce qu'on fait, ça va être aider un groupe de paysans aussi qui est en demande d'un outil spécifique. On a une énorme gamme sur le maraîchage pour permettre de travailler comme on le souhaite, et non pas comme trop souvent de devoir créer l'itinéraire technique à la taille de la machine ou à la taille de l'exploitation. On est vraiment dans une idée d'appropriation, et l'outil agricole est un prétexte chez nous pour former les paysans ou futurs paysans au travail du métal et du bois. Donc c'est vraiment sur des stages courts, 3 jours, ou des stages longs, on a des formations de 12 semaines pour les porteurs de projets, où on va aller à la fois prendre le temps d'interroger le type d'installation de la ferme, le modèle économique, l'insertion politique, l'insertion territoriale et l'outil. L'outil est un prétexte en fait à aller faire de l'éducation populaire, de l'éducation collective au sein des groupes de paysans. Donc on a nos 3 sites géographiques, mais on a aussi la particularité d'avoir des camions ateliers et de pouvoir aller un petit peu n'importe où en France pour prodiguer ce type de formation. Seulement, l'atelier paysan ne fait pas que ça. On a aussi une petite partie autour de la recherche-action, notamment en sociologie, où on prend du temps avec des chercheurs pour faire de la recherche participative. Donc c'est passionnant, c'est des binômes de chercheurs en sociaux ou en histoire avec des paysans qui vont interroger d'autres paysans sur le modèle de la ferme. Et donc de ça, on fait des extractions et des papiers sur les modèles des fermes. Et on n'est pas là pour être des prescripteurs agronomiques, pour le coup. On se repose sur le savoir et le savoir-faire des paysans qui nous contactent, ou les envies, et puis on mutualise tout ça, on utilise ce qu'ils savent de leur ferme, de leur terre et de ce qu'ils en attendent pour pouvoir développer l'outil idéal. Donc on a... Je crois qu'on a une grosse centaine de plans stabilisés sur le site donc sous Creative Commons, et puis on a un forum qui fourmille de petites modifications. Alors c'est très souvent quand on est dans l'industrie, parce que dans l'absolu c'est un petit peu ce qu'on fait, on dépose des brevets pour être le seul propriétaire. Là l'idée c'est de pouvoir protéger le plan tout en le donnant, en le protégeant justement de la duplication mercantile et l'appropriation par les industriels de l'outil. On est très souvent sur des outils qui vont du coup être moins chers à la production, mais surtout, au grand surtout, c'est on va pouvoir adapter la taille de l'outil à soi. Donc il y a une grosse approche de l'ergonomie, de la faisabilité, et puis de la montée en compétence du paysan à pouvoir réparer l'outil ou le modifier si d'aventure le premier jet n'était pas pleinement adapté au système de conduite ou au type de sol qu'il rencontre. Est-ce que vous avez un retour sur le nombre de plants qui sont réexploités en dehors du cadre de la coopérative ? Alors nous, on est un petit peu dans la démarche d'essaimage aussi, puisque c'est pas avec les 30 salariés de la coopérative qu'on va faire la révolution, mais c'est bien en créant des communs et en faisant collectif autour du projet. Et on a donc
d'autres endroits qui s'approprient ces plans-là, et d'autres endroits à travers le monde aussi, parce qu'on a des collaborations au Québec, on a la Belgique, Mayotte. Voilà. Très bien. Vous formez aussi les agriculteurs à d'autres choses que fabriquer des outils ou... Oui, alors pas nécessairement les agriculteurs, et former, c'est vraiment pas le mot chez nous. C'est éduquer, co-éduquer, co-construire, beaucoup co-construire. Pendant le confinement, on s'ennuyait un petit peu dans la coopérative, donc on a co-écrit un manifeste qui est paru aux éditions du Seuil et qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines », qui se veut être un manifeste pour une alimentation partagée, justement. On fait aussi partie du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un groupement au niveau national de structures qui discutent sur la reterritorialisation de l'alimentation et de ses modes de production. Et donc, reprendre la terre aux machines a été un prétexte pour nous pour créer des journées de 2 jours de discussion, en fait. Ça prend des formes assez différentes en fonction des territoires où c'est fait. Sont souvent des gens, on va dire, sûrement du public, un petit peu comme ici, donc à la fois des paysans, des gens qui en sont éloignés, des consommateurs, des associations des luttes paysannes ou des associations territoriales, qui se retrouvent et qui vont discuter de c'est quoi le modèle d'alimentation qu'on veut pour notre territoire. Et donc on se saisit de ce prétexte-là pour essayer de créer des communs et de créer des dynamiques locales qui pourraient essaimer par elles-mêmes des actions sur les territoires et adaptées aux territoires. On n'arrive pas avec une grande recette et une grande solution nationale, mais vraiment on compte sur l'intelligence collective et l'intelligence des territoires pour s'approprier en fait ce qu'ils auront à construire pour une réponse pour eux, quoi. Est-ce que vous rencontrez une opposition, comment dire, est-ce qu'il faut vraiment défricher les esprits pour pouvoir avancer sur les territoires que vous explorez ? Alors on a quelqu'un à l'intérieur de la structure qui est très très doué en éducation populaire et qui a des techniques d'animation assez fortes où il vient avec des punchlines déconstruire en fait ce qu'on croit savoir, ou des grandes phrases comme il faut pas qu'il y ait de la bio. Voilà, on est dans une construction où on n'est pas contre l'agriculture biologique en soi, mais on est contre le silotage des labels. On est pour la liberté de choix, on est pour essayer de faire mieux, et pour le paysan en soi, et pour le consommateur, pour la planète, les ressources en eau, la capitalisation du carbone, enfin toutes ces thématiques qui sont on ne peut plus brûlantes en ce moment. Vous les aidez, vous les accompagnez pour créer des matériels plus adaptés à leurs besoins. Est-ce qu'ils sont parfois obligés de repenser complètement l'ensemble de l'exploitation ? Non, justement, c'est l'inverse. Ils arrivent avec des idées ou des utopies de ce à quoi alors, on n'aime pas le mot exploitation. C'est déjà rien que dans la sémantique, se dire qu'on exploite la terre, c'est déjà assez désagréable dans l'absolu. Donc nous, on a des fermes, on est des paysans, et on est assez attachés à ce terme-là. Donc on est vraiment dans ce paradigme où on part des besoins de terrain et on crée l'outil qui va permettre à ce besoin d'être comblé. Ce que je veux dire, c'est quand un paysan cultive déjà sa terre, a déjà sa ferme depuis des années, qu'il fait plein de choses, qu'il a du matériel, est-ce qu'il est obligé parfois de remplacer son matériel, par exemple vendre un tracteur trop gros pour pouvoir prendre un tracteur plus petit, pour pouvoir diversifier sa production? C'est des changements de cet ordre-là qui peuvent apparaître? Ce sont plutôt souvent des personnes qui sont installées sur des petites surfaces et qui n'ont pas ou peu de matériel, ou qui ont des envies de traction légère, traction animale, motoculteur, traction électrique. En fait, on a vraiment un champ des possibles assez large. Est-ce que vous faites aussi l'accompagnement sur la traction électrique? Oui, en fait, on a en maraîchage surtout des outils qui peuvent être électrifiés. Donc l'avancement va se faire avec des panneaux solaires et des petites batteries légères. Notamment, on a un lit de désherbage qui est merveilleux, qui évite d'être en position accroupi sur soi-même quand on travaille en maraîchage, en repiquage, en récolte ou en désherbage. On est en position allongée avec un maintien épaule, front, bassin,
et où on a envie d'être physique et on a un pédalier, et donc on avance soi-même à sa propre vitesse, où on a un petit moteur électrique et une assistance, et le panneau solaire permet un ombrage en plus pour le travail l'été, quoi. Alors c'est amusant ce sujet de témoignage d'une agricultrice en PAM, on dit aujourd'hui toutes les plantes aromatiques et médicinales, qui a failli vendre son exploitation, qui a fini par la garder, mais vraiment l'effondrement à un moment de l'exploitation était lié aux douleurs vraiment du désherbage, la position vraiment basse, des tailles, etc. Et à l'époque où elle avait décidé de vendre son exploitation, c'est le terme qu'elle utilise, sa ferme, son exploitation, donc je garde sa sémantique, elle avait tenu à ce que les acheteurs potentiels, les repreneurs potentiels, prennent obligatoirement ce matériel avec eux. Sinon, pour elle, c'était condamné d'avance. Voilà, c'est un petit peu pour illustrer dans un cas précis en quoi ce type de matériel peut être utile. Alors, ce sont des matériels qui existent dans le commerce, hein. Je ne citerai pas de marque, mais le nôtre est autour des 5 000 euros en matériel, et non pas en temps qu'on y passe pour le faire, hein, bien sûr. Celui du commerce est autour des 20 000 euros. Donc même si, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement de l'agriculture, on peut avoir des aides de la mutualité sociale agricole, qui est l'équivalent de la sécurité sociale pour les agriculteurs, des aides à l'ergonomie, mais ils vous obligent à justement acheter un matériel neuf pour pouvoir vous redonner 60% de cette somme-là. Donc on est en fait, à l'atelier paysan, on a cette utopie de pouvoir permettre une alternative aussi au capital et à d'autres formes de capitalisation sur les fermes. Le foncier est une forme de capitalisation, la machine en est une autre. Et on s'est rendu compte que, je pense qu'en comptabilité, on en parle assez facilement, mais l'immobilisation d'un matériel neuf n'est pas le même que celui d'un matériel d'occasion, et l'autoconstruction rentre sous le cadre de l'occasion. Donc, et on pousse, sous le prétexte de ces stages au travail du métal, à ces discussions aussi entre les stagiaires, avec les formateurs, et c'est toujours très très riche. Très bien. Combien d'années d'existence pour l'atelier paysan ? Sous forme de coopérative, 9 ans, et avant c'était une association qui vient d'un groupement d'agriculture biologique local en Isère. D'accord. Et donc, on a une quantité de paysans qui sont passés par vos mains ? À la louche, on a 1500 paysans, ce qui représente rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a la nécessité d'essaimer pour mieux couvrir le territoire, parce qu'on est... nous, on refuse. En fait, on passe notre année à refuser des sollicitations parce qu'on n'a pas assez de temps à ça. D'accord. Et vous cherchez quoi ? Des accompagnants ? Vraiment, voilà, pour essaimer, qu'est-ce qui vous manque, de quoi avez-vous besoin, quels sont les freins ? Alors on est, nous, en train de construire ce qu'il faut de notre côté, parce que pour pouvoir essaimer qualitativement, il faut avoir construit l'essaimage. Donc avoir un petit peu la boîte à outils pour accompagner des structures qui seraient émergentes, avoir mis en place toutes les tarifications intermédiaires entre les structures, et puis on a déjà des associations, des jardins d'insertion, des choses comme ça, qui ont envie, parce qu'ils ont un atelier, de pouvoir contribuer au colportage de l'autoconstruction et de toutes ces valeurs-là. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Océane. Voilà. On va terminer ce tour de table par Marion Cantrel, qui vient aussi pour... alors, c'est pas une coopérative cette fois-ci, c'est une association qui s'appelle Summer des Possibles, et qui fait de l'accompagnement, en fait. Mais elle va nous expliquer exactement sous quelle forme, parce que c'est complexe et simple à la fois. Ouais, donc moi je suis animatrice pour Summer du Possible. Donc Summer du Possible, c'est un réseau de lieux tests en Bourgogne. Le principe, c'est qu'on accompagne des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agriculture. Et en fait, l'espace test, ça a pour rôle d'être un intermédiaire entre la formation et l'installation. Donc on parlait tout à l'heure du temps long de l'installation, et nous on rajoute une étape supplémentaire où en fait à la sortie de la formation, on accompagne les porteurs de projets qui souhaitent tester une activité agricole sans avoir encore le statut d'agriculteur. Et du coup, le principe, c'est qu'on réunit toutes les conditions pour que le porteur de projet puisse tester son activité sur du foncier avec du matériel.
Mais du coup, pour commencer, je peux peut-être commencer par expliquer comment ça fonctionne un espace test. Donc le principe, c'est que donc nous, on est une association, on travaille avec plein de partenaires du territoire. Notre conseil d'administration, il est composé donc de plein de structures du territoire, que ce soit les chambres d'agriculture, Bio-Bourgogne ou des CFPPA. Et du coup, le principe, c'est qu'on est régi par 4 fonctions, les espaces tests agricoles, pour du coup accompagner les porteurs de projets. Donc il y a la fonction pépinière qui va être l'objectif de mettre à disposition du foncier et du matériel aux porteurs de projets pour qu'ils puissent tester leur activité. On a la fonction couveuse qui permet aux porteurs de projets en fait, d'avoir un hébergement juridique qui permet de ne pas encore avoir le statut d'agriculteur. Ça permet notamment par exemple de pouvoir avoir une période de test en autonomie sans avoir à être agriculteur directement. Et du coup, à l'issue du test, lorsque le porteur de projet décide bel et bien de s'installer, il a accès aux DJA, donc aux dotations jeunes agriculteurs. Et donc, il peut avoir cette fois-ci un statut d'agriculteur à proprement parler. Ouais, du coup, les dotations jeunes agriculteurs, c'est des dotations qui vont être faites aux jeunes installés de moins de 40 ans qui ont un diplôme professionnel agricole et qui permet de soutenir l'installation par des subventions liées aux investissements qui pourront être faits au moment de l'installation. Ça va? Pas de souci. Du coup, ça, c'était pour la fonction couveuse. Donc, ça permet d'avoir un statut au porteur de projet un petit peu intermédiaire. Là, nous, c'est pas nous en interne, Semeurs du Possible, qui portons la fonction couveuse. On travaille avec une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Copilote, qui est en Franche-Comté, et qui fait le lien avec les porteurs de projets et qui leur permet tout l'accompagnement comptable, juridique et fiscal. Copilote est une association, Copilote une émanation de l'État, qu'est-ce que c'est? Non, Copilote, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Et du coup, les porteurs de projets, quand ils sont donc au sein de la coopérative, ils sont sous statut CAP. Alors ça, c'est un contrat d'appui au projet d'entreprise. Et c'était pas facile, tu vois. Et du coup, le principe, c'est que pour faire simple, la coopérative d'activité et d'emploi, elle permet aux porteurs de projet d'avoir un numéro ciré et du coup d'avoir tout comme s'il était déjà installé sans avoir son compte professionnel propre, sans avoir son entité juridique à proprement parler. Et la coopérative d'activité et d'emploi, elle permet donc de fournir à plusieurs porteurs de projet en même temps ces statuts-là. Mais à la base, Copilote ne fait pas seulement de l'agricole, elle est sur plein d'autres champs. Donc ça, c'était plutôt pour l'aspect juridique et comment on accompagne les porteurs de projets à avoir des conditions idéales pour tester leur activité. Après, on fait aussi tout ce qui est accompagnement. Donc là, c'est là où nous, Semeurs du Possible, on intervient un peu plus. On est en fait la structure qui va servir de fil rouge aux porteurs de projets pendant leur test. Donc un porteur de projet, il peut se tester pendant 1 à 3 ans. Donc il arrive avec un projet déjà construit, il nous présente son projet, on en discute, on essaye de trouver du foncier en face. Et une fois qu'il s'installe, donc il peut tester son activité pendant 1 à 3 ans. Et donc nous, on va fournir tous les accompagnements dont il va avoir besoin à un instant T de son projet. Il faut savoir que chaque situation de test est vraiment différente et à chaque fois adaptée au porteur de projet. Et du coup, les besoins sont à chaque fois différents d'un porteur de projet à un autre. Et nous, Semeurs du Possible, on s'appuie énormément sur nos partenaires de territoire. Mais en soi, on n'a pas énormément de ressources directement, nous, en interne. Par exemple, et pour faire le lien avec la table ronde d'aujourd'hui, sur les aspects techniques et formation, nous, on s'appuie sur un réseau de pairs et sur ce qu'on va appeler les tuteurs des porteurs de projets qui vont pouvoir accompagner les porteurs de projets pour s'ancrer territorialement, pour répondre à toutes leurs questions techniques qu'ils pourraient avoir, tous leurs questionnements liés aussi à toutes les problématiques de l'installation. Et du coup, en fait, nous, notre principe, c'est vraiment de s'appuyer sur nos partenaires pour apporter les compétences aux porteurs de projets. Après, sur l'accompagnement, ouais, en fait, on fait de l'accompagnement humain. On s'assure que le porteur de projet arrive avec un projet où il y a une adéquation entre le porteur de projet, lui-même et son projet, lui-même, son projet et le territoire. On s'assure à ce que, finalement, il puisse vraiment tester toutes les facettes d'une installation, comme si c'était une installation effective, finalement. Quand ils vous arrivent dans les mains, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont bien formés? C'est une vraie question. En fait, non, mais c'est une vraie question parce que du coup, nous,
on fait du test d'activité, enfin on accompagne les porteurs de projets au test d'activité en ce moment à Semeur, mais en parallèle, et c'est un chantier qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui, on essaye de mettre en place un nouvel outil qui s'appelle Immersion agricole, où l'objectif, c'est justement pour pallier à ce constat qu'on a eu depuis, ça fait 10 ans maintenant que Semeur existe, depuis 10 ans on se rend compte qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui arrivent et qui sont finalement peut-être pas suffisamment formés ou qui, en tout cas, n'ont pas l'expérience du terrain suffisante pour avoir la réalité du métier d'agriculteur bien en tête. Et, et du coup, on réfléchit à comment on peut créer un outil pour justement permettre à ces porteurs de projets de prendre en compte la réalité du métier sans avoir à passer directement par une phase de test, même si le test, c'est censé permettre aux porteurs de projet d'avoir une période d'autonomie, des conditions qui font que c'est sécurisant pour lui. Ça n'empêche que l'autonomie est quand même assez brutale. Et en fait, on se rend compte que si les porteurs de projet ne sont pas assez au fait de comment ça se passe d'être agriculteur, eh ben, on a quand même des échecs. Mais enfin, c'est pas échec qu'il faut que j'utilise comme mot, parce que c'est pas vraiment des échecs. C'est plutôt, ils prennent très vite en compte ce que ça veut dire que d'être agriculteur. Nous, on n'a pas d'enjeu à ce qu'ils s'installent, les agriculteurs. Notre objectif principal du test d'activité, c'est vraiment juste de s'assurer que les installations qui vont être effectives à la sortie du test vont pouvoir bien se passer pour le porteur de projet et vont être viables pour lui. Ouais. Et du coup, on n'a pas d'enjeu à avoir un taux d'installation qui est énorme, mais dans les faits, on a plutôt un bon taux d'installation à la sortie du test. Et pour en revenir du coup à ta question, là, l'outil qu'on essaye de mettre en place, ce serait plutôt en amont de la formation. Donc normalement, nous, le test d'activité, on arrive plutôt après les BPREA ou après les périodes de formation. Là, l'idée, ce serait plutôt de faire un outil d'immersion agricole, du coup, en amont de la formation. Donc on travaille avec des CFPPA et avec la Chambre régionale sur ce sujet-là. Et on relance normalement un nouveau financement à partir de là, cette année, avec 17 nouveaux partenaires, plus de CFPPA, plus de structures. Et l'idée, c'est de proposer aux porteurs de projets d'avoir sur 3 mois des immersions dans 2 fermes différentes, à chaque fois sur 1 mois et demi, avec des sessions de regroupement, avec justement un travail avec la MSA sur l'ergonomie, les postures au travail et tout ça. Et l'idée, c'est de créer comment on dit, quand il y a un groupe d'étudiants ensemble, une promotion qui va aller ensemble, enfin pas ensemble, mais individuellement, ils vont aller de ferme en ferme et ils vont se retrouver dans des sessions de regroupement pour faire un bilan sur les fermes qu'ils ont été voir et où ils en sont et tout ça. Et nous, on imaginait un peu ça comme un outil de pré-test qui nous permettent en fait d'avoir des porteurs de projets qui arrivent à nous et qui soient complètement au fait de ce que ça représente de devenir agriculteur, quoi. Comment arrivent-ils à vous, justement, ces porteurs de projets ? Par plein de moyens différents, au final. Il y en a quand même beaucoup qui arrivent en sortie de BPREA, puisqu'ils entendent parler de nous au CFPPA quand on vient faire des interventions, par exemple pour présenter ce qu'on fait à Semeur du Possible. On parle du CFPPA, on ne parle jamais de la formation initiale. Et pas très peu. Voilà. Vous n'êtes pas connu par la formation Non. initiale, qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu parles de formation initiale dans le monde agricole, du coup. Oui, de gamins qui sortent avec leur, justement, éventuellement leur BPREA ou d'autres diplômes agricoles, qui ont juste fait le cycle normal à la suite de leurs études, et qui se retrouvent là, qui sont lâchés dans le monde, mais qui n'ont pas accès à cet outil parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il existe. Ouais. C'est ça qui se passe. Il n'y a que les formations pour adultes qui renvoient vers vous. Ouais, mais c'est aussi parce que dans les faits, on n'a que des personnes non issues du milieu agricole, pour le coup. Donc on a que des personnes qui sont vraiment extérieures au monde agricole, qui en général, vers 35-40 ans, se sont dit qu'ils faisaient une reconversion professionnelle. Parfois plus tard, on accompagne des porteurs de projets jusqu'à 60 ans. Et finalement, du coup, c'est souvent des profils de reconversion agricole, donc c'est pas des profils de formation initiale. Et je ne sais pas si c'est un manque d'accès au niveau des formations initiales ou si c'est simplement qu'on n'ait pas l'outil adapté pour ça. Peut-être qu'il y a aussi d'autres outils aujourd'hui qui accompagnent l'installation. Par ailleurs, par exemple la chambre finalement qui peut faire ça aussi bien. Enfin, il y a plein de structures en fait qui permettent cet accompagnement en sortie de formation initiale. Et c'est peut-être au moment où les personnes sont lâchées dans la nature où là ils se disent le test c'est quand même un peu rassurant. On a une structure qui est là pour nous. Dès qu'on a un problème on l'appelle, ils essaient de trouver une solution. Parce que dans les faits c'est quand même nous le rôle qu'on a, quoi. Je me permets de répondre. Je pense que dans les formations initiales, il y a très peu de hors-cadre en agriculture, en fait, et que c'est surtout des reprises d'exploitation. Et du coup, vous avez peut-être moins à intervenir là-dessus parce qu'ils ont déjà la ferme qui les attend et le projet un peu plus tracé que les personnes en reconversion. Ouais, parce que je pense que leur... Merci, ouais, c'est vrai.
je pense que leur parcours est plus construit, plus visible. Enfin, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la formation initiale, ils savent presque quel est l'objectif à la sortie. Alors que dans les faits, nous, les porteurs de projets qu'on accompagne, c'est quand même un peu plus flou que ça. Quand tu dis un peu plus flou, on arrive avec des choses très farfelues. Pas forcément farfelu, parce qu'on met quand même un point d'honneur à s'assurer que le projet soit assez concret et viable, et on fait des prévisionnels économiques, on s'assure que le projet tienne la route. Donc c'est pas tellement farfelu, mais disons que l'issue est moins sûre. Enfin, les porteurs de projets sont moins certains de s'installer à la sortie et ont moins peut-être la pression familiale aussi de se dire y a la ferme à reprendre, il y a un enjeu autour de tout ça. Là, c'est des porteurs de projets qui arrivent, qui ont vraiment envie de voir si c'est fait pour eux, et finalement le test, ça leur permet de s'assurer. Alors l'année dernière, aux États généraux des agriculteurs alternatifs, on a vu la Fédération des foyers ruraux qui était venue nous proposer le dispositif RAR. Est-ce que vous travaillez en commun? Est-ce que ce sont deux choses qui, sans dire qui s'affrontent, mais enfin est-ce que c'est des dispositifs concurrents? Ouais, c'est hyper intéressant. Je voulais en parler de toute façon parce que c'est vrai que c'est assez intéressant et ça fait lien pas mal avec ce qui a été dit avant. On travaille toujours avec les foyers ruraux sur la démarche rare et au-delà des foyers ruraux, on est 33 partenaires sur la démarche rare, dont pas mal qui sont ici. Et donc la démarche rare, pour recontextualiser un peu, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une démarche qui est née en 2018 à l'initiative de Semeurs du Possible, du coup l'association pour laquelle je travaille, moi j'étais pas là à l'époque, et Accueil Paysans Bourgogne, et un couple de personnes qu'on a qualifiées d'agri-ruraux qui sont installés dans le Brionnais. Et l'objectif c'était de trouver des solutions pour accompagner des porteurs de projets ou des personnes installées qui ont des projets agri-ruraux. Donc typiquement vous, ce que vous faites. L'idée c'est qu'en fait l'agri-ruralité, comme on l'a défini, donc j'aurais pas la définition exacte parce qu'elle fait 20 lignes, mais comme on l'a défini dans la démarche rare, en fait, le principe, c'est des projets qui ont un socle agricole, mais qui ont une multitude d'activités qui gravitent autour, qui en sont le prolongement, comme par exemple de la transformation ou de la prestation de services, ou alors qui n'ont pas directement de lien, comme de l'accueil pédagogique, de l'artisanat, de l'accueil social. Et en fait, la démarche rare, elle vient du constat que ces personnes-là avaient des difficultés à se faire accompagner par les structures existantes. Et finalement, elles allaient toquer à plein de portes, aussi bien au niveau de l'économie sociale et solidaire qu'au niveau du monde agricole. Et à chaque fois, il n'y avait pas de statut qui correspondait, il n'y avait pas de structure qui pouvait faire l'accompagnement de A à Z. Et l'objectif de la démarche rare, c'est de regrouper un maximum de partenaires et de structures du territoire pour proposer un accompagnement et pour vraiment connaître et reconnaître ces agri-ruraux du territoire. Et du coup, dans ce cadre-là, on travaille toujours avec les foyers ruraux de Lyon. Et d'autant plus, nous, Semeurs du Possible et Bio-Bourgogne sur le territoire de Lyon. Parce que du coup, là, on en est à la troisième phase de la démarche rare. Ça passe super vite. On en est à la troisième phase de la démarche rare. Et en fait, là, on a mis en place des accompagnements qui sont... Du coup, je parle plus vite. Qui sont des accompagnements territorialisés. Et l'objectif, c'est tous les outils qui ont été développés dans le cadre de la démarche rare, on les met en application sur des territoires précis. Et donc, il y a 4 territoires pilotes qui ont été identifiés sur tout le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Oui, parce que la démarche rare, c'est Bourgogne et Franche-Comté. Et du coup, le PETR Nord de Lyon en fait partie. PETR. Je vais mettre en euros, je crois. 2 euros. C'est quoi? Ah oui. Eric, t'as pas dit rare, toi. C'est vrai, ça fait deux. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Regroupement des Aujourd'hui, c'est accompagnateurs. réseau, d'ailleurs, parce que ça a Réseau des changé. accompagnateurs Et des agri-ruraux engagés. Bravo. Merci Pauline, qui est coordinatrice de la démarche rare, donc elle... Merci. Et pour le elle est au taquet. PETR, alors je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle, sait ce qu'est le PETR. Pôle d'équilibre territorial et rural. Ah, ouais. Pôle d'équilibre territorial et rural. Merci beaucoup. Ça évite de laisser les gens à l'écart de la conversation. Du coup, on agit sur le territoire nord de Lyon. Et du coup, le principe, c'est qu'on est 3 structures co-chefs de file et on essaye de mettre en place les différents outils qui ont été développés pour accompagner les agri-ruraux du territoire, pour faciliter justement, je ne sais plus laquelle d'entre vous, parce qu'il y a eu plein d'idées, disait qu'il fallait, c'est toi, il me semble Camille, qui disait qu'il fallait recréer du lien et justement recréer du lien entre le monde agricole, le monde rural, les enfants, les paysans. Et du coup, c'est un peu l'objectif de l'accompagnement nous qu'on propose sur le territoire
nord de Lyon, c'est de créer par exemple, on a appelé ça des comptoirs d'initiative citoyenne. Le principe, c'est de réunir des citoyens, des élus, des structures de l'accompagnement, des porteurs de projets pour travailler tous ensemble autour des projets agri-ruraux, par exemple. Et du coup, je pense qu'il y aura du lien à faire parce qu'on a pas mal de structures qui veulent mettre en place des outils pédagogiques ou des choses comme ça. Et typiquement, travailler avec les enfants, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les nouveaux projets. Et je vais peut-être m'arrêter parce que j'ai un peu dépassé le temps. Merci beaucoup. Merci. Ariane. Ça va être le moment des échanges avec le public, donc on va faire circuler un micro. Je vais moi aussi avoir mon petit mot à propos de ce qu'on fait ici aussi, qui, mine de rien, est aussi de l'éducation. On essaye de former un peu tout le monde à ouvrir un petit peu son champ des possibles personnel, à accompagner, tout ce qu'on va avoir fait pendant ces états généraux et ce qu'on a déjà fait l'année dernière va être disponible en vidéo. Les gens peuvent venir grappiller, prendre les informations, comprendre ce qu'il y a dans les acronymes qu'ils entendent partout. Et en même temps, découvrir à quel point il y a plein d'outils qui existent, qui demandent juste d'être connus, promus et diffusés. Ça paraît important. Donc voilà, le micro est dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une petite question à poser? Hop, ça commence. Merci beaucoup. Moi-même, j'ai été maîtresse d'école pendant toute ma carrière. J'ai pratiqué ce que vous faites avec votre association en faisant des ateliers cuisine. Moi, j'appelais ça des ateliers cuisine. Et j'ai beaucoup tempéré au vu des résultats que j'ai obtenus. Alors, en fait, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on leur propose quelque chose à ces enfants, on fait des choses avec eux, mais qu'il n'y a pas de suivi dans la famille. Et parfois même, c'est très mal perçu, c'est perçu comme une ingérence familiale. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de suivi au niveau des cantines. Les enfants mangent quand même des choses horribles dans les cantines. Je me suis battue toute ma carrière et on m'a toujours répondu, bah oui, mais c'est pas cher, parce qu'il faut quand même faire un petit bénéfice sur la cantine. Alors, difficile aussi de gérer les goûts quand on les habitue dès la crèche à manger des choses innommables. Moi, quand je mangeais à la cantine, j'étais malade. Donc, c'est quand même compliqué. Le troisième point, c'est que lorsqu'on fait des choses comme ça, c'est pas assez long sur le temps. On intervient pendant une année scolaire, parfois 2. Moi, je faisais parfois de double niveau. Je les avais 2 ans. Mais après, il n'y a pas de suivi. Et l'important, ça serait de relayer en maternelle. Bon, ça, on peut commencer en maternelle. Moi, j'ai fait tous les niveaux. J'ai aussi enseigné dans le milieu handicapé, enfance inadaptée. Mais quand on arrive au collège, les adolescents, on sait bien que c'est là où il faudra intervenir. Parce que leur mode pas leur mode, mais leur goût alimentaire deviennent très, très difficiles, très stéréotypés. Après, on a le problème de logistique dans les écoles. Moi, dans les écoles où j'allais, où j'ai enseigné, où j'ai pratiqué ces ateliers, il n'y a pas de cuisine. Il n'y a plus de cuisine dans les écoles parce que maintenant, ce sont des porteurs de repas. Donc, on n'a pas de lieu, on n'a pas d'ustensiles de cuisine, on n'a pas de place, on n'a pas non plus... tout ça, c'est très très difficile à gérer. Quand on crée des jardins dans les écoles, c'est vrai que c'est très bien, mais on a le problème du temps, c'est-à-dire qu'on sème au printemps, et puis il y a l'été, il y a les vacances d'été qui sont longues. Quand les enfants reviennent, soit quelqu'un s'est dévoué pour arroser, mais il manque un temps certain pour qu'ils comprennent exactement ce qui s'est passé. Quand je rencontre des anciens élèves, j'ai enseigné tant à Paris qu'ici, je m'aperçois qu'en fait, ils ne se rappellent pas. Tout simplement. Donc, il faut être très, très humble et se dire que c'est pas tellement suivi. Les collègues, la plupart du temps, ne sont pas intéressés, ne suivent pas. C'est comme pour tout, vous lancez une pédagogie, mais si elle n'est pas suivie dans le temps, ça ne sert à rien. Et je voulais simplement finir pour la brosse, parce qu'il y a ce problème des terres agricoles qui risque d'être vendues. Il y a une pétition en ligne sur une autre pour essayer de préserver les terres qui sont en bio à l'heure actuelle au lycée pour les élèves. Voilà, c'est tout.
Aujourd'hui, tout le travail qui est fait avec les écoles intègre toutes les questions dont vous avez parlé. Ça ne veut pas dire qu'on a les réponses à tout, mais on y travaille. Bien sûr, je passe la parole immédiatement après. Je vais ramener ma phrase un petit peu. Et notamment parce que je suis aussi concerné par divers projets qui intègrent de la création de jardins dans les écoles et compagnie. Et on a justement ce retour qui est le vôtre d'années, sans dire d'échecs, mais d'effets pas forcément très efficaces. Et il ne faut surtout pas négliger aussi un point, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et qu'à force que des projets comme ça se développent de plus en plus, soit de plus en plus suivis, ça change beaucoup. Je passe la parole à Camille, et au niveau des enseignants, c'est vrai que comme tu as dit, tu les formes aussi, enfin l'association les forme aussi. Tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Et vous parlez en connaissance de cause, puisque vous avez été dans l'enseignement toute votre vie et que vous avez pratiqué ces méthodes. Et elles ont été, on a déjà eu tous ces retours, toutes ces questions, tous ces obstacles, on va dire. Le deuxième point préliminaire que je veux dire, nous on part d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut essayer. Il faut croire à nos utopies, il faut croire à notre vision, il faut croire à nos rêves, parce que sinon, on ne fait rien. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est des remontées dans les familles, c'est très juste, et c'est pour ça qu'on essaye de convier au maximum les parents dans nos ateliers. On travaille en ce moment sur un autre type de projet pilote, prototype, où on investirait encore plus les familles en les conviant à un atelier hors scolaire, peut-être le samedi ou le soir, pour les former aux mêmes ateliers qu'on fait avec les enfants, parce qu'on se rend bien compte que ils ont tout autant besoin de cette formation. Quant à cette vision de l'ingérence, je pense que ça dépend de comment on communique autour. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi l'école ne pourrait pas être un lieu où on enseigne aux gens à bien manger. On apprend à écrire, à compter, à lire. C'est pourquoi est-ce que l'alimentation serait réservée au foyer et pas à cet espace public et démocratique qu'est l'école. Donc ça, c'est notre approche. Et après, je pense que c'est surtout une manière de comment on en parle, comment les enseignants en parlent. Et ça dépend des écoles. On a eu des écoles où ça se passait très mal et où d'ailleurs on a cessé d'intervenir parce que c'était mal perçu par les familles ou même les enseignants. Cantine, alors 100% d'accord avec vous. Nous, c'est même à contre-cœur, à grand regret qu'on les voit partir après nos ateliers du matin vers cette atroce cantine où ils mangent des trucs innommables. Et donc on travaille dessus. Ça fait. Alors j'ai skippé tout à l'heure, j'ai zappé la présentation structurée, mais on a 3 pôles d'activité qui sont les ateliers autour de l'alimentation, le potager au sein de l'école et un travail sur les cantines. De ce côté-là, on n'est plus sur de lobbying. Donc on va parler à l'Assemblée nationale, on fait partie de groupes de travail avec des parlementaires où on travaille à la souche. Il y a plein d'autres associations qui travaillent sur cette question, qui ne sont pas forcément ici aujourd'hui, mais il y a un plus bio, les pieds dans le plat, les cantines nourricières. Mais tout ça commence avec une formation aussi. Parce qu'ici, on parle beaucoup formation des agriculteurs et des paysans, mais les cuisiniers, surtout en resto collectif, il faut absolument qu'ils soient formés. C'est une tragédie ce qui se passe dans la plupart. Il y a quelques grandes exceptions avec des cantines magnifiques et des cuisiniers qui font des repas aux petits oignons pour leurs élèves tous les jours. C'est très rare. Et puis alors en ville, à Paris par exemple, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Marseille, vous savez que Marseille, toute l'agglo de Marseille est entièrement alimentée, écoles, hôpitaux, prisons, etc., par Sodexo, pour ne pas le nommer. Je veux dire, c'est une espèce de mainmise de l'industrie sur le truc. Et quand c'est pas Sodexo, c'est les autres. Voilà, donc je sais plus où j'en étais, du coup. Oui, oui, ça remange mal dans les cantines. Du coup, c'est un travail... je parlais du personnel de cantine. En fait, c'est avec ça qu'il faut commencer. C'est-à-dire que alors déjà, il y a de moins en moins de personnel dans les cantines, et puis les cantinières ne cuisinent plus. C'est plus de la cuisine. On peut pas appeler ça de la cuisine. Elles ouvrent des barquettes en plastique et réchauffent. Elles sont déprimées. C'est surtout des femmes. Je dis elles parce que c'est essentiellement des femmes. Et quant aux personnes qui sont dans les cantines, dans les cuisines centrales,
que ce soit délocalisé ou municipal ou même ou en délégation, c'est-à-dire géré par des grandes sociétés, c'est pas de la cuisine non plus, c'est de l'usinage. C'est-à-dire que vous parlez à ces gens, ils ne savent pas pourquoi ils cuisinent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ouvrent des sacs en plastique qui viennent d'on ne sait où, avec des produits qui viennent encore moins d'on ne sait où, et ainsi de suite. Enfin, on n'est plus du tout dans la cuisine, et alors, on ne parle même pas de gastronomie. Donc, il faut revenir à des choses tactiles. Il faut que ces personnes sachent pour qui elles cuisinent, les enfants. Il faut qu'elles puissent avoir des retours des enfants qui leur disent c'est bon. Quand un enfant, un jour, parle à une cuisinière qui est en face de lui et lui dit c'est bon ce que tu as fait, madame, ça change tout. Cette personne, tout d'un coup, elle est revalorisée dans son travail, etc. Donc, on travaille là-dessus aussi. C'est une partie un peu dans l'ombre qui n'est pas aussi sexy et médiatisée que les ateliers dans les classes. On travaille beaucoup là-dessus aussi. On trime, parce que c'est très très dur de créer des ponts entre l'espace scolaire qui est gouvernemental, on va dire, hein, et l'espace périscolaire, qui est celui de temps de cantine, qui est sous la responsabilité des collectivités locales, municipales, communales, etc. Et ces deux mondes ne se parlent à peine. C'est une catastrophe. Donc là aussi, on remet du lien. Pour ce qui est du temps long, tout à fait d'accord avec vous. On essaye, donc premièrement, de rester plusieurs années dans les écoles, avec un système d'autonomisation progressive des enseignants. On les accompagne, mais on est de moins en moins là, et en les accompagnant, on leur demande de prendre le relais sur les thématiques. Évidemment, le temps long qu'on souhaiterait, c'est que tout ça entre au programme. Ce qui fait qu'on ne serait plus là à faire un jour... Durant notre conseil d'administration, Eric a suggéré cette idée à la fois triste et belle, que peut-être que l'avenir souhaitable de l'école comestible, c'est qu'on disparaisse. Bah ouais. Le jour où on aura intégré les programmes scolaires de l'éducation nationale et où les personnes qui sont dans les cantines sont cuisinent et des bons trucs que les enfants ont envie de manger parce qu'elles ont du goût avec des bons produits, et qu'il y a des potagers dans toutes les écoles, l'école, moi j'irai dormir, voilà, et mes collègues aussi. Juste au passage, il y a des écoles en France où on cuisine. Il y a des écoles où on cuisine local, et il y a des écoles où on cuisine ce qui est produit dans l'école. Absolument. À Montsartou, par exemple, j'y vais lundi. Voilà, super. Mais, et alors là, on parle de la France, mais même des pays comme les États-Unis ont intégré ce type de programme. Il y a le schoolyard food qui est Edible Schoolyard, mais c'est notre inspiration première. Voilà, exactement. Qui consiste à un gros programme qui consiste à produire dans les écoles de quoi nourrir les enfants et qui contribue en fait à lutter contre la malnutrition globale de certains quartiers et à l'éducation à la fois à des métiers, mine de rien, à la compréhension du vivant et à l'alimentation surtout pour lutter contre toutes les problématiques dont on parle tous. Et l'une des solutions, mais évidemment, vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui, alors qu'il est au gouvernement, etc., mais ce serait par exemple que chaque école fonctionne avec un système d'AMAP, une coopérative d'agriculteurs locaux proches, de proximité de chaque école, qui assurerait en fait à ces agriculteurs de l'argent, des rentrées d'argent, et qui assurerait à la cantine des super bons produits. Bon, c'est une idée toute bête, hein, mais oui. Sur ces questions-là, on en parlera certainement encore demain dans la table ronde alimenter le territoire, enfin alimenter et nourrir, sous-entendu le territoire. J'ai pris plein de petits parce qu'il y a des trucs, je vais vite. Logistique, alors c'est très simple. On évite au maximum la cuisson. Et vous savez, on n'a pas besoin de cuisine, nous. Hein. On fait ça sans cuisine. On est dans des salles de classe. En général, pas la classe où sont les élèves. On essaye de trouver une salle de classe vide. Parce qu'on met le bazar. Hein. Il y a des épluchures partout, de la terre, tout ça. C'est super. Mais on a un matériel de base que toute personne peut regrouper. Des planches, des couteaux, des économes, des bols, des saladiers. Voilà. C'est à peu près... Et des torchons. Voilà. C'est à peu près ce dont on a besoin pour faire un atelier comestible. Si on aurait pu, peut-être l'année prochaine, faire un atelier ici, sans problème. Donc c'est en fait la logistique, on l'a évacuée en travaillant essentiellement le légume de saison et de proximité et
le cru. Voilà. Mais on fait, je vous cache pas, on fait quand même quelques cuissons, mais ça va être sur des plaques, des petites plaques électriques qu'on ramène. De toute façon, on n'a pas le droit du feu ni rien. Hein. Donc, quant au four, au machin, on évite. C'est trop compliqué. Et de toute façon, les enfants n'ont pas accès aux cuisines, de restauration scolaire. Dans notre école pilote à Villejuif, l'été dernier, c'est un élu qui est venu arroser les plantes. Et on est très fiers de ça. Sur l'école comestible, ça m'intéresserait de savoir quels sont les montants de subventions qu'il faut espérer réunir pour faire, par exemple, une classe dans une école. Super rapide. C'est alors sans potager. Ouais. Un petit programme pour une classe, c'est entre 1000 et 1200 euros pour un an. C'est pas énorme. On paye la personne qui anime les ateliers. Voilà. Mais ça coûte pas très cher les légumes et des petits couteaux. Non, mais c'est intéressant d'avoir le chiffre parce qu'après on peut aller voir les écoles et les subventionnaires. Donc si on a chiffré une école complète où on ferait 4 classes, parce que toutes les classes ne veulent pas forcément faire l'atelier, on les oblige pas. Une école où on fait 4 classes, un programme complet et la création d'un potager entretenu et la personne qui entretient est payée également, c'est 10 000 euros. Mais on a aussi calculé que si on se fait tout donner et qu'on paye personne et que tout le monde est bénévole, ça peut coûter que 700 euros. Pour un programme global d'une école. Donc voilà, c'est la fourchette. Sur un moment, vous évoquez l'insertion politique et j'aurais aimé savoir ce que vous entendiez par là. On fait partie d'un truc qui s'appelle le pôle impact. Donc c'est souvent quelque chose que personne ne connaît. Pourtant, c'est 10 structures au niveau national dont font partie la FADEAR, Terre de Liens. Alors ouais, alors là je vais caler sur l'acronyme. Par contre, c'est le centre de formation Confédération paysanne, on va dire, quoi, s'il faut caricaturer un peu. Enfin voilà, on est une dizaine comme ça de structures, les AMAP, qui font partie de ce groupement-là. On fait un peu de travail politique là-dessus, et puis on reste quand même persuadé que si on attend désespérément qu'un truc descende du ciel comme ça, on peut attendre longtemps. Donc il faut que ça vienne du bas. Et donc c'est plutôt par l'éducation populaire et ces communs de jour qu'on fait politique. Est-ce que vous arrivez à travailler avec les chambres d'agriculture ? C'était pas dans les objectifs de la précédente direction, parce que moi je suis arrivée en juin. Mais oui, ça y est, on a déposé des gros projets avec des grosses têtes de pont qui sont pas celles qu'on attendrait dans les réseaux paysans et de la ruralité. Donc on est content de ça. Je vois que toi, tu travailles aussi avec les chambres, et je pense que c'est important de décloisonner politiquement si on veut faire des communs et faire que le monde de demain il aille dans le bon sens. Donc plus de fermes, plus petites, à taille humaine, pour une alimentation juste et honnête pour tous, quoi. Oui, pour que ceux qui ne sont pas habitués soient au courant, les chambres d'agriculture les élus des chambres d'agriculture sont issus d'un syndicat agricole, qui n'est pas la Confédération paysanne en général, pour le coup, et ça peut vraiment influencer les liens qu'on va avec l'extérieur. Donc si on arrive à passer ces barrières, ça permet d'avancer en commun, je pense. On a la chance d'avoir l'entrée technique, en fait. Et du moment où on parle outil, on n'a plus de clivage politique. Et c'est par l'outil et cette remise en commun de l'outil et des communs agricoles et de la nutrition qu'on arrive à casser ces barrières, en fait. Donc un truc qui était a priori infranchissable et qui commence à être franchi. Faire du lien. D'autres questions encore ? Magnifique. Et si je voulais juste intervenir, on fait, nous, des petites actions sur le Jovinien qui fonctionnent très bien. Ça s'appelle les disco-soupes. C'est-à-dire qu'on récupère tous les légumes invendus, vous devez connaître également. Ça permet de faire de l'intergénération. C'est très chouette, tout le monde se retrouve à cuisiner, à avoir les idées en fonction des légumes qu'on a, etc., des produits qu'on a. Et c'est vraiment très sympa. Voilà. Merci. Alors moi j'avais une question envers le public. Est-ce que quelqu'un qui travaille au Jardin des Coteaux avait envie de raconter un petit retour d'expérience ? Alors, ce qui est pas mal, et surtout dans le cas de l'insertion aussi, ce que je trouve pas mal, c'est que il y a plusieurs fonctions. On apprend plusieurs choses différentes. C'est très varié. On va de la cultivation à la livraison, en passant par la caisse, en passant par calculer, faire des tableaux de chiffres, de graines, de tout. Enfin voilà, on visite, on explore tout ce que ça représente. Et
donc ça ouvre et ça enseigne beaucoup, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce domaine. Ensuite, c'est un vrai plaisir de travailler la terre et il y a une très bonne ambiance. Et il y a ce côté humain toujours priorisé aussi. Et oui, on est aux petits soins pour nous. On nous apprend plein de choses. Ils prennent vraiment le temps de détailler, de vérifier si on comprend, si ça nous intéresse, voilà. Donc on goûte, on se fait plaisir. Moi personnellement, en tant que bagage, j'avais pas spécialement besoin de ça, mais ça m'a apporté une richesse, oui, vraiment, des informations autant que l'expérience en elle-même. Et pour ma part, comme j'ai un petit jardin, je compte bien en faire profiter ma famille. Je suis enseignante en collège et en fait, l'espace qui est dédié à l'éducation, on parle aujourd'hui d'alimentation durable, de réflexion sur la production. Cet espace, il est extrêmement réduit parce qu'en collège et en lycée, on appelle ça en fait l'EDD, l'enseignement du développement durable, mais c'est un enseignement qui n'est pas rattaché à une matière, que l'éducation nationale voudrait transversale. Donc, mais en fait, dans la réalité des choses, c'est que cet espace d'enseignement, il est très réduit. Il repose sur la volonté des enseignants de porter des projets dans leur établissement. Quand je dis volonté des enseignants, c'est presque une volonté militante parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. Il n'y a pas d'espace de temps en fait, qui sont donnés pour ça. Alors depuis 2020, les marches climat, il y a maintenant les éco-délégués dans les établissements scolaires, collèges et lycées, mais c'est des temps sur le temps du midi. Ils sont accompagnés par un enseignant on reconnaît son statut, il est référent enseignement du développement durable, mais il y a plein de collèges ou de lycées où il n'a pas de temps. En fait, il n'est pas payé pour le faire, il va le faire bénévolement sur le temps du midi, accompagner les éco-délégués. Enfin, ça dépend vraiment beaucoup de la volonté des équipes éducatives, des chefs d'établissement de porter ce genre de projet. Donc, en fait, c'était pour dire que c'est compliqué en collège et en lycée voilà, d'éduquer sur ces sujets-là, même si je pense qu'en fait, il y aurait cette volonté des enseignants. Et comme vous l'avez dit, il faut faire du plaidoyer auprès de l'éducation nationale pour qu'elle accorde plus de temps et de moyens financiers à ces enseignements. Et en plus, par rapport à l'école, en collège et en lycée, ce qu'on perd en collège, c'est des temps de pratique. Et bon, moi, je fais un club jardin, je fais un club éco-délégué, je vois le plaisir qu'ont les élèves à mettre les mains dans la terre. Et ça, ça manque énormément en collège et en lycée. Mais les élèves en eux-mêmes, vous avez une demande de leur part qui est exprimée ? C'est énorme en fait. Un jour, avec quelques-uns, on s'était dit on va planter des arbres dans notre collège. On fait ça entre midi et 2. On vient avec une fourche, on vient avec voilà, des pelles. Et les élèves tournent autour de nous et ils ont tous envie d'essayer en fait. Mais on ne leur offre pas cette possibilité. Et voilà, le temps de pratique, c'est ce qui manque en collège et en lycée. Et voilà, de cuisiner, moi je vois pas vraiment d'espace. On a beau essayer donc par exemple, on va avec les éco-délégués, on va dire on voudrait faire une action, mais ça va être du temps qui va être pris un peu sur leur cours de maths ou d'une autre matière si on déborde du temps du midi. Mais le temps du midi, c'est rien, quoi, c'est 45 minutes. Et de temps en temps, on va dire, on a un ou deux projets qui nous demandent plus de temps. On demande l'autorisation au chef d'établissement de pouvoir mener un ou deux projets, mais ça ne peut pas se reproduire toutes les semaines, tous les mois. Voilà, moi, vraiment, Et un autre exemple, donc, je suis référente enseignement du développement durable, je suis professeure de PS, et il y a eu un appel pour qu'au niveau du département, on ait un référent enseignement du développement durable
départementale. Bon, j'ai accepté cette mission, mais j'ai 1 heure par semaine pour emmener avec moi les professeurs qui auraient envie de faire des projets sur tous les collèges et les lycées du département. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire, mais je suis en colère parce que je trouve que voilà, on n'a pas les moyens de mener ces projets-là. C'est assez pathétique de la part de l'éducation nationale quand on dit qu'on essaie de promouvoir l'écologie, la compréhension de la biodiversité, de former justement la capacité à produire l'alimentation de demain, à comprendre tous ces enjeux. C'est lamentable de constater à quel point les moyens sont faibles. En fait, il y a pas mal de discours. Effectivement, il y a des délégués maintenant dans les lycées, mais ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'apparaît pas. Une intervention ? Il y a quelqu'un qui voulait réagir. Pardon. Vas-y, Sophie. En tant qu'enseignante, pensez-vous que par exemple, créer un massif ou avoir un potager peut être articulé avec d'autres matières, par exemple les maths, le dessin? Le micro va passer vers d'autres enseignants, visiblement. Voilà. Il arrive, il circule avec élégance, il circule avec efficacité, il arrive jusqu'à vous. Oui, bonjour. Moi, je suis enseignante en école primaire et je travaille en plus sur un dispositif Ulysse. J'ai des collègues... J'ai dit Ulysse ? Les unités locales d'inclusion scolaire. Voilà, donc des enfants en situation de handicap qui sont dans des classes de référence et qui travaillent plus spécifiquement les maths, le français avec moi. Pour rebondir à ce que vous disiez, effectivement, il y a une part... un volontariat de l'enseignant qui est une condition sine qua non à pouvoir mettre en place ce genre de projet. On a peut-être plus de possibilités au niveau de l'école primaire parce qu'au niveau des emplois du temps, on est seul enseignant, on va dire, avec notre classe. Par contre, effectivement, les locaux, les moyens, c'est vraiment... des ventes de gâteaux, des ventes de bonbons pour trouver des subventions. Mais c'est possible. Moi, je sais qu'avec mon dispositif, il y a 2 ans, on a créé, donc, et j'arrive à la question, on a créé un potager pédagogique. Et tout ça, je l'ai mis sous forme de projet, donc qui m'a permis de faire des maths, de la géométrie notamment, qui m'a permis de construire, travailler des compétences de français en créant un journal dans l'école. Donc il y a possibilité de mettre en lien, et c'est tout un projet que j'ai là, et je ferai passer mon petit papier plus tard. Il y a vraiment possibilité de mettre en lien des projets comme ça avec les compétences qu'on nous demande de travailler avec les élèves, que ce soit en maths, en français. Après, au niveau de la découverte du monde, ça c'est possible aussi. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire, mais au niveau de l'éducation nationale, pour leur dire qu'il va falloir qu'ils repensent totalement la façon de faire à l'école. Juste pour dire que dans les diplômes supérieurs aussi, dans les études supérieures, les biais sont sensiblement les mêmes. On a des associations d'étudiants qui se montent ou au sein de cours, justement, pour monter un projet de potager, et ils y donnent un prétexte souvent pour qu'il existe. Les prétextes d'étudier un peu d'agronomie, un peu de commerce, un peu de sujets sur la biodiversité. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas toujours lié à des études en biologie ou en environnement ou en agronomie. Et donc, on va avoir, notamment, j'ai pu observer dans certains cas, qu'on observait la santé qui allait avec le fait de faire un jardin. Les effets sur la santé, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de pratique physique, en termes de bien-être mental. Oui, ça revient à la découverte du monde, ce qu'on disait. Par contre, juste petite chose, nous on est enseignants en école privée, qui est juste à côté là. Et effectivement, vous aviez parlé tout à l'heure, si je peux me permettre, que des écoles publiques. Mais sachez que dans le privé, on est vraiment motivés, hyper motivés. Donc on se voit tout à l'heure. Je voulais en profiter du coup en temps interstitiel parce qu'on parle que de l'enseignement public, public et privé du coup, mais sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale. Mais tous les enseignements techniques sont pas sous ce tutorat-là.
notamment l'enseignement agricole qui est sous tutorat du MASA, et je fais exprès d'utiliser l'acronyme pour pouvoir le traduire, c'est Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. C'est quand même le nouveau nom de notre ministère. Et il y a un dispositif qui est encore plus vieux que ceux que vous décriviez des délégués, je ne sais plus, éco-délégués, pardon, qui est un système qui s'appelle Enseigner à produire autrement. Donc là, on rentre dans la deuxième phase, dans l'enseignement agricole, et on est censé avoir des élèves, mais un peu le même dispositif en fait, que vous décriviez, et où on doit avoir des projets d'établissement pour produire autrement, mais en faire l'enseignement. Et le ministère de l'Agriculture a parsemé d'agroécologie tous les programmes scolaires. Pour autant, on n'a aucun prof qui le fait. Et surtout, c'est rarement transdisciplinaire. Et donc, on a comme ça un cours de développement durable qui est clos et qui rime à rien. Et je parle du mien d'établissement, j'en pars. À Beaune, là, enseigner à produire autrement, deuxième volet. Le truc le plus prégnant qu'ils ont fait, c'est mettre en place le tri sélectif. Désolé, ça m'a échappé. Juste pour signaler quand même qu'il y a... Alors, on a une intervenante qui a failli venir, qui n'a pas pu, vraiment pour des histoires d'agenda, qui s'appelle Valentine Deganet, qui a créé cette année, avec d'autres, le premier et unique lycée d'agroécologie en France, qui se trouve à Sevran, avec des travaux pratiques à Courance dans le 91. Sachez que ça existe. Sachez d'ailleurs que... Petite annonce qui peut peut-être apparaître à l'écran, on recherche un nouveau directeur, une nouvelle directrice, ça peut être l'un ou l'autre, hein, on n'est pas bloqué là-dessus apparemment là-bas, pour diriger ce tout nouveau lycée qui émerge seulement. Le truc, et quand même elle-même a découvert qu'il n'y en avait pas d'autres en France, elle était consternée. Voilà. Ça s'appelle Saltus Campus et on a un partenariat avec eux. Nous n'avons encore aucun financement de l'éducation nationale, mais par contre, on a du financement du ministère de l'Agriculture à travers le plan national, le plan alimentaire, plan, oui, PNA, voilà. Oui, mais je n'étais pas censée dire l'acronyme, donc plan national de l'alimentation, voilà. Ouais, bref. Mais je vous rejoins, il y a toujours besoin que les enseignants soient ultra présents, donnent de leur temps, parce que pour l'instant, ce temps-là n'est pas financé, fassent donc du bénévolat, du volontariat, etc. Ça doit rentrer dans des projets pédagogiques, c'est comme ça que ça peut l'être. Pour revenir sur cette idée de notion transversale, c'est fondamentalement des enseignements transversaux, l'agriculture, la culture des plantes, la botanique et la cuisine. On peut apprendre plein de choses en cuisine, on fait même du vocabulaire, on fait des calculs avec les recettes et les règles de 3, etc. etc. On parle d'histoire, on parle de géographie quand on aborde les épices, enfin, la liste est longue. Ceci étant dit, moi j'ai un peu cette conviction que ça peut être super à utiliser comme outils transversaux, mais l'alimentation, en fait, il faut vraiment que ce soit un sujet aussi. Hein. Parce que il y a plusieurs enseignants avec qui j'ai échangé qui m'ont dit mais comment on peut enseigner aux enfants à compter, à faire de la géométrie, etc. et pas leur apprendre à se nourrir convenablement ou même en l'état à construire un toit sur leur tête ou à cultiver leur jardin, etc. C'est ce qui était avant les leçons de choses, mais qui n'existe plus et on fait maintenant que de la théorie. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On ne fait pas de pratique, c'est quasiment que de la théorie, on est assis, on écrit des trucs sur une feuille de papier. Donc on essaye de travailler dans le sens inverse de tout ça. Du coup, moi je veux juste revenir vite fait sur l'année dernière, parce que nous on a été invités, et du coup moi j'ai été très surpris du coup des gens qu'on a pu rencontrer, et avec qui on a pu discuter, donc c'est pour ça qu'on est là aussi cette année, notamment les gens de la Chambre d'agriculture ou du syndicat majoritaire. Donc je sais que c'est un événement apolitique, mais je vais quand même faire une petite parenthèse. Parce que moi, je pense que la politique, c'est pas un gros mot, c'est comment on vit ensemble et qu'il va falloir vraiment qu'on s'en occupe à un moment. Donc moi, je suis plutôt du syndicat de l'agriculture paysanne. Faut donner ces titres ou non, il n'y a pas besoin? On s'en fout, ok. Du coup, ouais, j'ai vraiment été surpris quand on s'est vu entre humains, d'avoir autant de points communs, en fin de compte. Moi, je les prenais vraiment pour les... Ça m'a fait pareil avec les banquiers, hein, je vous rassure. Et en fait, quand on se parle entre humains, bah voilà, c'est quand même plutôt cool. Et
Donc nous, avec Aurélie, alors je vais pas répéter, mais je vais essayer de compléter un peu ce qu'elle a dit. Nous, depuis qu'on travaille ensemble, ça a été très 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 compliqué et de trouver comment faire pour travailler ensemble. Mari et femme, voilà, nous on le conseille pas. Mais nous, on a essayé. Il y a eu un mouvement il y a quelques années qui s'appelait Nuit debout, et grâce à Nuit debout, nous on a découvert ce que c'était que le dissensus comparé au consensus. Je me permets juste de vous transmettre ça. Le consensus, il faut qu'on tombe d'accord sur tout. Le dissensus, on se met d'accord sur quoi on n'est pas d'accord, on les met de côté et on essaie de s'occuper les choses sur lesquelles on est d'accord. Je suis quasiment sûr, je ne vous connais pas messieurs, dames, mais je pense que là, on a à peine 15% tous. Si vous avez fait l'effort d'être là vendredi matin, je pense que notre désaccord, ce sera à peine 15%. Donc je pense qu'en majorité, j'ai l'impression quand même, alors on peut en parler après, hein, mais qu'on aura une majorité de choses où on sera d'accord. Donc peut-être que le dissensus, on pourrait en parler. Et du coup, moi je pense qu'il va falloir qu'on s'occupe de politique quand même. Parce que nous, du coup, on travaille avec la mission locale, avec les écoles, les centres sociaux. J'ai bien entendu tous les gens qui parlaient, il n'y a pas de moyens, on n'a jamais de moyens, personne n'a de moyens. Pourtant, on a des sous en France, d'où l'important qu'on se parle. Alors voilà, moi j'ai des liens avec toutes en fait, on se verra après j'espère, hein, voilà. Pour en parler, parce que je ne connais pas personnellement, mais Semeurs de Possible, on se connaît très bien. L'Atelier des Paysans, je vous ai eu au téléphone la semaine dernière. Camille, on se connaît. Et puis Sophie, c'est un de nos soutiens depuis le début avec Romuald. Donc voilà, le dissensus. Et puis de faire de la politique, je pense que c'est pas ça. Il va falloir qu'on se parle. Moi, je suis prêt à faire vraiment des efforts là-dessus. Et du coup, rassure-toi Aurélie, moi j'ai vu Yo-Yo qui était là-bas. Donc il y a Super Yo-Yo qui s'occupe de notre stand, qui est l'un des jeunes qui est en apprentissage. Ouais, mais j'ai des choses à dire, je suis navré. Et du coup, il validait tout ce que tu avais à dire. Vous pouvez aller le voir directement pour discuter avec lui de si il est vraiment né en Puisaye, il n'avait jamais jardiné, jamais mis un clou et tout. Et moi, j'ai l'impression que dans tous les publics, toi Camille, comme tu disais tout à l'heure, l'important c'est de faire, et que ce soit des enfants, des jeunes adultes ou des personnes retraitées, nous, dès qu'on fait, il y a quand même une magie de la nature qui fait que qu'il y a des barrières qui s'enlèvent. Et voilà, et nous, le problème qu'on a à la maison, on n'a pas le temps de faire des dossiers de sub, de faire des dossiers de présentation. On est en train de semer des graines. Donc il y a des jeunes qui arrivent comme ça par hasard. Moi, je les remercie d'être arrivés sur notre route parce qu'ils ont vraiment changé notre vie. Mais nous, on a besoin d'accompagnement. Alors c'est aussi un petit appel. Alors j'ai vu le campus Saltus. Moi, je voulais prendre... je l'avais trouvé cet exemple, je ne sais plus, depuis 6 mois sur les réseaux. Je trouvais ça génial. Je n'ai pas le temps de les contacter. Donc si on peut faire du lien ensemble, c'est cool. Mais je pense qu'il y a vraiment des acteurs à identifier dans le territoire. Et que je pense que voilà, nous on a besoin de partenaires et d'accompagnement, et qu'il y a des choses à inventer sur une nouvelle formation. Nous on a un apprenti en BPROA et 3 en CAP paysagiste. On ne trouve pas que ce soit vraiment adapté, donc on va aller rencontrer les gens du CFPPA, du lycée agricole, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans Lyon à faire vraiment pour ces jeunes-là, d'inventer. Alors Sophie, on aura peut-être besoin de toi aussi dans ton expertise de chantier d'insertion. Mais nous on trouve que voilà, il va falloir réinventer quelque chose, et du coup ça passe par le faire. Voilà, merci. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Lucie Liège du CPIE Yonne-et-Nièvre. Donc nous, on intervient sur ces questions d'éducation. CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. On intervient sur ces questions d'éducation et d'enseignement avec des approches de sensibilisation avec des publics variés, aussi bien dans le cadre scolaire, et on vous parlait tout à l'heure de parler aussi agroécologie par exemple au collège, et c'est vrai que parfois les cadres des financements par le conseil départemental nous permettent de parler un petit peu d'agriculture si on parle d'eau, mais voilà, c'est une première étape. Et aussi on intervient avec des lectures de paysages, tout public, etc. Mais c'était aussi pour dire qu'il y avait une initiative très intéressante dans Lyon qui est l'association Le Parc, qui a une cuisine mobile et un jardin ressources, et donc des cuisiniers, et qui intervient par exemple auprès des jeunes de la mission locale pour les emmener. Il y avait un cycle où il les emmenait dans des fermes pour cuisiner les produits de la ferme, après faire une restitution avec la famille. J'ai un livret sur mon stand qui reparle de leur démarche et qui récapitule ce qui a été fait. Mais je prenais le micro surtout pour poser une question aussi, puisqu'on parle beaucoup de la question de produits locaux, de produits de saison en restauration collective, mais la question se pose aussi pour les restaurants classiques, en fait, la restauration commerciale. Et donc je me demandais si vous avez de la visibilité sur à quel point les cuisiniers sont formés à cette question d'introduire les produits de saison, les produits locaux, en formation en tant que jeunes, en formation initiale, ou même lorsque c'est des reconversions. Voilà, est-ce qu'on leur apprend à, par exemple, passer le coup de fil au maraîcher pour demander ce qu'ils ont et construire leur menu sur ça, parce que je ne sais pas si c'est fait, et c'est pas en fait automatique si on nous l'apprend pas.
sur les cuisiniers, c'est plutôt ma casquette journaliste culinaire qui vous parle là, mais bon, il y a quand même un fossé en termes de formation entre la formation cuisinier resto-co, restauration collective, et la restauration commerciale. Alors, les écoles hôtelières, c'est quand même, il y a quand même une grosse lacune à ce niveau-là. Mais ils font des efforts. C'est-à-dire que de plus en plus, une école comme Ferrandi va emmener ses étudiants à la rencontre d'un producteur ou d'un autre, faire un peu des rencontres croisées comme ça, faire venir des agriculteurs parler de leur métier. Il y a une vraie volonté, même si c'est encore embryonnaire, on va dire, parce que bon, ça devrait être la moitié de leur travail, ils devraient être à la ferme, hein, en vrai. Mais bon, et c'est très différent aussi parce que ensuite, une fois qu'ils travaillent, qu'ils sont en stage dans un restaurant, il y a de moins en moins de chefs et de restaurateurs qui se permettent de dire moi la saison je m'en fous, moi le producteur je m'en fous, ils peuvent plus. Notamment à cause de gens comme moi, désolé, parce que j'ai mis un tel bazar médiatiquement en disant mais attendez, c'est irresponsable et insoutenable de ne pas sourcer vos produits, que maintenant, on est plein à l'avoir fait. Du coup, aujourd'hui, c'est très tendance pour les chefs de dire d'où ça vient. Et quand les jeunes vont faire leur stage et leurs premiers apprentissages dans ces restaurants, ils sont immédiatement confrontés à ça. Donc je dirais que le problème n'est vraiment pas le même dans la restauration commerciale. Il est beaucoup plus compliqué dans la restauration collective où il y a pas du tout cette formation parce qu'elle n'est pas jugée nécessaire en fait. On est tellement loin de tout, loin du produit et des producteurs et loin du consommateur que c'est pas d'actualité, puis ça coûte trop cher, enfin je sais pas quoi. Donc je jugerais que c'est pas les mêmes enjeux et il y a plus d'urgence à former la restauration collective. Deux choses, juste Sophie, toi en tant que maraîchère, ton regard là-dessus. Allumé. Tu veux pas tricher. Non, mais est-ce que tu fournis des restaurateurs locaux? Est-ce que tu as un lien avec eux? Est-ce que tu les as accompagnés dans la compréhension de ce que tu produisais, ce qu'ils pouvaient utiliser? Alors, j'ai bossé très peu avec des restaurateurs, en fait. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps? Est-ce que c'est... Enfin, souvent, c'est les prix. Voilà. Ah oui, j'aimerais bien travailler avec vous, mais vous êtes trop cher pour nous. Bah oui, mais produire des légumes, ça a un coût. Et un maraîcher ne peut pas se permettre en fait de brader ses légumes. C'est du temps. Les gens ne se rendent plus compte en fait de la valeur du produit. Ce que ça sous-entend aussi, c'est que quelque part, ils n'ont pas été formés à l'intérêt que devait avoir le produit en termes de coût, en fait. C'est un peu ce que raconte Camille, c'est quand même un manque. Donc même si ça évolue, il y a quand même de beaux restes qui font que ça rend ça très difficile dans certains cas. Alors on a aussi des cas avec des restaurateurs qui créent leur propre jardin. L'association Le Parc accompagne le jardin du restaurant étoilé qu'on a à Joigny. D'ailleurs, Camille, tu pourrais parler de ce que tu fais avec l'association Le Parc aussi, puisque tu es partout à l'occasion. Mais oui, c'est un vrai sujet, effectivement, comment on forme dans les écoles hôtelières, mais pas que dans les écoles hôtelières. On a la même chose avec les jardiniers. Vous voyez les paysagistes qui sortent d'écoles de paysagisme ne savent pas faire pousser les légumes. Enfin, c'est quand même un truc hallucinant. On a des jardiniers qui ne savent pas former les légumes. L'école où je suis sorti, qui est plutôt bien considérée, a abandonné n'a pas abandonné cet enseignement, elle est même en train de les reprendre. Mais jusque dans les années 1960, on formait ce qu'on appelait les jardiniers 4 branches. Et l'une des branches était le potager fruitier. C'était indispensable. Aujourd'hui, c'est extrêmement anecdotique dans l'enseignement. Voilà, juste c'était ma petite pastille. Tu veux réagir sur le parc ? Oui, non, mais il se trouve que j'ai eu le grand honneur l'année dernière d'être sollicitée par l'association Le Parc
pour être marraine de ce projet que vous évoquiez avec les jeunes de la mission locale. Et c'était extraordinaire. Alors évidemment, c'est tellement petit, on se dit, mais il faudrait ça dans toutes les communes, dans toutes les zones. Et ils ont eu une subvention quelques années auparavant pour pouvoir construire un truc dont je rêve, qui est un camion cuisine. Comment ? Voilà, une cuisine mobile formidable, c'est-à-dire que c'est un camion et ça se déplie et il y a tout ce qu'il faut pour les casseroles, le feu, le frigo, le four et un plan de travail magnifique. Et donc avec ça, ils ont proposé un projet pour initier des jeunes qui étaient vraiment en difficulté. Et les reconnecter vraiment, pour le coup, de la terre à l'assiette, en les emmenant chez les producteurs, fromagers, éleveurs, agriculteurs, maraîchers, et ensuite cuisiner sur place les produits qu'ils découvraient. Donc c'était super excitant, j'ai assisté à 1 ou 2 séances, et j'ai d'ailleurs retrouvé récemment un jeune qui était à la recyclerie de Villiers, de Toussy. Voilà, c'était pour moi un grand honneur et c'est tout à fait raccord avec ce qu'on fait à l'école comestible. Je rêverais juste d'avoir le même camion, ou 2 ou 3, pour pouvoir faire la même chose dans les écoles. Oui, bien sûr, c'est une histoire de sous, mais on va les avoir. Donc le parc, oui, et c'est un lieu merveilleux qui est à Tanner, près de Tanner, et à quelques, on va dire 30 minutes d'ici, qui est une association avec un jardin potager fabuleux, avec plein d'innovations, plein d'inventions très très belles, et donc une association où les adhérents viennent cultiver le jardin ensemble, et une cuisine. Et donc pour nous, c'est un peu, voilà, à mes yeux, c'est un peu le rêve, c'est-à-dire que c'est vraiment ce lien qui est là, présent, et qu'en plus ils arrivent à faire circuler sur le territoire. Ce qu'on constate quand même malgré tout, c'est que dès qu'on parle d'éducation et d'enseignement, tous les piliers sont nécessaires. Enfin, on ne pourra pas échapper à une voie, que ce soit l'enseignement dans les écoles primaires, maternelles, les lycées, les collèges qui sont complètement à part, formés dans les écoles spécialisées, dans les lycées professionnels, former les professionnels qui sont déjà en place, former les gens qui se reconvertissent. Enfin, c'est un enjeu qui est capital. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent, dont on peut s'inspirer et qui portent leurs fruits. Enfin, c'est quand même ce qu'on constate partout, que ce soit vous, avec le boulot extraordinaire que vous faites au Jardin Taurin au quotidien, avec du contact, parce que vous faites aussi des ateliers dans les écoles, vous faites aussi tout ça. Enfin, bon, on va pas reparler de tout le monde les uns derrière les autres, mais ça existe. C'est quand même prépondérant de savoir ça, et j'espère qu'on va réussir à faire savoir de façon à ce que ce soit inspirant. Petite conclusion. Avant toute chose, je veux reprendre la constatation que nous sommes une équipe féminine, hormis notre présentateur. Juste, on devait avoir un garçon. Qui a eu un empêchement familial. Eh ben, dommage pour lui. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'époque aussi. En tout cas, nous, à l'école comestible, on est 98% de femmes. C'est à noter quand même. Dans tout ce qui a été dit, j'ai beaucoup entendu parler d'éducation populaire, donc une éducation qui sort un peu du système et qui est pour et par tous. Ce qui me semble apparaître aussi, c'est qu'on est tous en capacité de former et de transmettre. On a tous des choses à partager, des savoirs qu'on peut partager avec les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs avec plein d'acronymes pour devenir formateur. On n'a pas beaucoup parlé d'insertion. Tout ça, ce sont des sujets qui permettent aux gens en décrochage, décrochage scolaire, social, professionnel, de retrouver du sens. On est tous là à chercher du sens. L'insertion, c'est aussi ça, c'est trouver du sens, trouver de quoi redevenir un humain et avoir du respect pour soi. J'ai beaucoup entendu parler de légumes, mais ça, c'était surtout moi. Voilà. On parle outils aussi, c'est très important, les outils, parce qu'il faut des prolongations du corps pour bien faire. Et cette mise en commun
des outils, mise en commun des pensées est essentielle pour y arriver. C'est-à-dire, on ne peut pas chacun faire un truc dans son coin et espérer en plus en tirer un profit. D'où le commun créatif, Creative Commons, qui est essentiel. On parlait SEMAGE, évidemment, ça va avec formation, enseignement, éducation, c'est de l'essaimage. Et il n'y a pas, on ne pourra pas avoir un impact fort et changer les choses sans cette volonté d'essaimer. Mais l'essaimage commence avec l'ultra local, ça commence ici avec ce que chacun on peut faire. On a parlé sécurité sociale de l'alimentation, un point très important, mais c'était pas tout à fait le sujet, mais c'est quand même, voilà, c'est très important. On a parlé d'être sur le terrain et on a parlé de faire et encore faire. On fait beaucoup trop d'enseignement théorique. Maintenant, il faut faire de la pratique. Et en plus, c'est éclatant. Apprendre à planter une graine, apprendre à faire à manger, apprendre à partager et à se nourrir les uns et les autres de toutes les manières, ça recrée du lien. Et c'est la clé de ce travail qu'on essaye de faire. Merci beaucoup.